Et de retour à Château de Fay, Paul me dit « J'ai croisé Yann Lin, qui est un pionnier des mondes virtuels, et qui non seulement est un pionnier par la pratique, mais qui en parle très bien, avec, comme vous le voyez, des techniques qu'il va partager avec nous, même si nous ne sommes pas munis de casque. Donc pendant les 2 heures qui viennent, jusqu'à 17h15, Yann va nous emmener dans une histoire de la cyberculture et des cybermondes. Évidemment, on parlera du métavers, mais le métavers, c'est 2023. Il y a toute une histoire avant. C'est comme Ada Lovelace, qu'on a évoqué grâce à Robin. Donc merci Yann. Je te laisse compléter la trop brève présentation que j'ai faite de toi. Il suffit d'aller sur la page Wikipédia de Yann pour voir beaucoup de références qui vous permettront de compléter comme vous le souhaitez et quand vous le souhaitez, ce qui aura pu être... D'abord, un immense merci de m'accueillir parmi vous. J'étais très impressionné par le peu de la séance que je viens de voir. Je suis même assez intimidé par la qualité et le niveau de réflexion que vous avez là, sur cette journée. Vous allez voir avec moi, ça va être le bordel, ça va être la pagaille, parce que justement, je fonctionne sur une logique de serendipité. Je n'ai pas de discours structuré, élaboré, avec une chronologie précise. J'avance en me promenant dans les métavers. Alors, le métavers que vous voyez là, c'est un métavers que j'ai construit moi-même. Alors, vous inquiétez pas donc si ça vous paraît bordélique, tout ce que je vous raconte, parce que c'est comme ça. C'est comme ça et c'est fait pour. Donc là, on est dans un métavers que j'ai construit avec mes petites mains depuis des années, et qui va me servir de support de conférence. Alors, vous le savez, ou si vous ne le savez pas, je vais vous l'apprendre, PowerPoint est en train de provoquer la fin du monde. Hein, c'est-à-dire que, alors c'est un mème, c'est une légende urbaine, mais qui est intéressante. J'ai fait des petites recherches pour remonter en amont d'où vient ce mème. En fait, la première occurrence, c'est pendant la guerre des Balkans, et la seconde occurrence, c'est pendant la guerre du Golfe. Et en fait, l'histoire, c'est qu'il y avait une réunion d'état-major de militaires, et les journalistes attendaient derrière pendant la guerre des Balkans. Et la porte s'est ouverte en grand, et un colonel ou général anglais, selon la légende, est sorti furieux en disant « Mais PowerPoint va provoquer la fin du monde ». Alors il pestait parce qu'effectivement, ça faisait des heures et des heures que l'ensemble de l'état-major discutait avec des slides de PowerPoint. Et tout le monde était en train de s'endormir devant les slides de PowerPoint. Du coup, on sait maintenant que PowerPoint, toute la catastrophe planétaire que nous vivons actuellement est liée à PowerPoint. Parce que PowerPoint est extrêmement statique et finit par provoquer une forme d'endormissement. Alors j'ai décidé de sauver le monde. Donc vous avez le futur sauveur de la planète, c'est moi. Et j'ai donc développé un nouveau dispositif pour pouvoir raconter des histoires, faire des conférences de façon un poil plus dynamique. Et c'est ce que vous voyez là. Alors ça, je l'ai développé la première version, c'est 2003. En 2003, j'ai hacké un jeu, un shoot 'em up, qui s'appelle Unreal Tournament. Bon, en évoluant, je suis passé sur Second Life, ensuite je suis passé sur Unity. Est-ce que vous connaissez Unity? Hein? Alors, là, je l'ai tout porté sur Unity. J'utilise une manette parce que la manette me permet de me balader. Je ne sais pas pourquoi j'ai un peu de lag. Ça doit être le vidéoprojecteur qui me génère un lag, donc je ne suis pas très fluide, je suis plus fluide sur l'écran, mais c'est la vidéoprojection qui est un peu saccadée. Donc je suis un peu désolé, mais ce n'est pas très grave. Et en fait, ça, c'est mon support à conférence. Quand j'ai commencé à le développer, je pensais que tout le monde allait le faire, et puis finalement, on est très peu d'enseignants, de profs, de conférenciers dans le monde qui utilisons des systèmes vidéoludiques comme support à conférence. Alors c'est à la fois un support à conférence, c'est aussi un outil de recherche. Là, vous avez dû le constater quand vous avez travaillé avec votre PowerPoint, le fait de devoir structurer votre pensée à travers une présentation vous permet aussi de fixer cette information-là. Alors, je vais repartir aussi ailleurs. On m'a posé la question de qu'est-ce que j'ai sur la tête, qui sont les Nekomimi. Alors, les Nekomimi, c'est un cadeau de mon épouse, il y a 10 ans, qui me les a offerts. Et à l'origine, ce sont des Nekomimi, c'est-à-dire c'est un jouet japonais, voilà, qui était fourni à l'origine avec ce genre de dispositif. C'est-à-dire, au lieu d'avoir... Je vous
vous mets la page Wikipédia sur le Teams. Voilà. Vous aviez des petites oreilles de chat. Hein, donc pendant des années, je les ai portées avec les petites oreilles de chat, Neko Mimi, oreilles de chat en japonais. Et puis récemment, je les ai personnalisées avec mon imprimante 3D en m'inspirant d'un manga japonais, d'un dessinateur qui s'appelle Masamune Shiro, qui a dessiné entre autres Ghost in the Shell, qui est un monument, une référence de la cyberculture et du cyberpunk. Et il y a un personnage qui s'appelle Briarero Sekatonshi, vous verrez dans Appleseed, qui a des grandes antennes comme ça. Alors au début, j'ai fait des grandes antennes, mais elles se cognaient partout quand je conduisais, donc c'était pas pratique. Et là, je les ai réduites et je les ai tordues, je les ai mises un peu de travers parce qu'on les voit mieux bouger. Et elles sont faites avec une résine un peu élastique pour que elles ne cassent pas, n'arrachent pas les moteurs quand je me cogne sur les murs. Alors, en fait, la base, c'est Neurosky Mindwave. C'est-à-dire que ici, ça c'est américain, c'est une des interfaces neurales directes les moins chères du marché. Donc si vous cherchez Neurosky Mindwave, vous les trouverez. Et les Neurosky Mindwave, et en fait, c'est les Japonais qui ont greffé, une boîte japonaise qui a greffé les petits moteurs que vous voyez là, qui sont extrêmement fragiles, j'arrête pas de les changer, ils n'arrêtent pas de griller, qui permettent de faire bouger les oreilles. Alors officiellement, c'est l'un des créateurs du Deuxième Monde, Sylvain Huet, qui a rencontré le constructeur non pas des Neko Mimi, mais des Neurosky Mindwave, que vous pouvez acheter. Un Neurosky Mindwave est toujours sur le marché. Ils sont connectés avec un dongle qui vous permet, par la pensée, de déclencher des événements extrêmement simples. On, off, et puis quelques gradations. L'idée, c'est qu'en fait, d'après Sylvain, le Neurosky Mindwave mesure la fréquence de 3 Hz émise par les neurones dans la boîte crânienne en permanence. Les neurones font bzzz, basse fréquence. Et lorsque vous êtes en pensée extériorisée, c'est-à-dire comme je le suis actuellement, je suis tourné vers l'extérieur, elles sont censées être d'une certaine fréquence. Et si je rentre en méditation ou que je réfléchis à un souvenir, donc je rentre en pensée intériorisée, le détecteur est censé discriminer ce changement d'état mental. Ce sont les deux seuls changements d'état mental. Donc quand je suis en pensée extérieure, elles sont droites. Quand je suis en pensée méditation, elles sont censées se coucher. Je ne contrôle absolument rien, c'est rien que de la frime. Mais il arrive, on a rencontré, avec mon ami en particulier à Auroville, on a vu des spécialistes de la méditation qui sont capables de les faire se coucher en 10 secondes. Alors pourquoi j'ai ces oreilles sur la tête? Alors, ça me permet dans les conférences, dans les cours, quand je donne, d'illustrer 3 choses. La première chose, c'est que c'est un héritage, les Neko Mimi, en fait, est un héritage d'un phénomène qui est lié à l'évolution du corps, à l'évolution de notre relation au corps, à un énorme phénomène de révolution qui a généré les LGBTQI+, dans le monde entier, qui est né aux États-Unis, en particulier à San Francisco. Et en fait, ce sont les Neko et les furies. C'est-à-dire qu'avec la flexibilité de l'identité, avec la flexibilité du corps, on a des communautés qui s'identifient, qui ont envie de s'identifier à des félins. En grandeur réelle, donc ils vont s'habiller en félin, qui vont se tatouer en félin, qui vont faire de la chirurgie esthétique pour se transformer en félin. Et donc, quelque part, il y a cette fascination des félins pour les humains que les Neko Mimi vont exprimer. Je dis souvent, d'ailleurs par provocation, nous avons effrayé nos parents. Lorsque nous sommes arrivés avec des piercings et des tatouages, vos enfants vont être effrayés lorsque vos petits-enfants vont rentrer à la maison avec des vraies greffes d'oreilles sur la tête et des vraies greffes de peau qui seront sans doute même organiques sur le corps lui-même. Ça fait partie d'une forme d'évolution et dans Second Life, dans l'un des premiers métavers de l'histoire, une des plus grandes communautés d'avatars, ce sont les Neko et les furies, c'est-à-dire des avatars hybrides humain-animal. L'autre démonstration de ces oreilles, c'est lié au subliminal. C'est-à-dire qu'en fait, leurs mouvements sont relativement aléatoires. Il ne faut pas trop chercher à ce qu'elles soient très très rationnelles. C'est un peu par hasard qu'elles bougent. En fait, ce qui se passe, c'est... D'ailleurs, j'ai été très intéressé par l'intervention de l'une d'entre vous sur les biais cognitifs, justement. C'est que le cerveau, en fait, c'est lié au subliminal. Le subliminal existe. Alors, c'est un chercheur qui s'appelle Stanislas Dehaene, qui est un des grands chercheurs en neurobiologie, qui fait ses conférences au Collège de France. Vous trouverez énormément de ses conférences au Collège de France, qui a été un des premiers à travailler sérieusement
sur la notion de subliminal. Il a mesuré, dans un caisson de résonance magnétique, l'activité subliminale de ces patients, de ces sujets. En fait, on s'aperçoit donc que le subliminal existe, hein, c'est-à-dire c'est un mode de fonctionnement du cerveau qui est aussi une forme de biais cognitif. Et en gros, je suis en train de chercher ma batterie en même temps que je suis en train de vous parler, parce que je sais que si je ne mets pas une batterie sur les caméras, elles vont couper, voilà, elles vont s'arrêter d'ici quelques minutes. Alors donc je disais, en fait, vous avez dû tous entendre parler de la légende du subliminal d'une société américaine, d'une boîte de cinéma aux États-Unis qui aurait testé pendant comment ça s'appelle, pendant l'entracte, enfin pas pendant l'entracte d'ailleurs, qui aurait testé de projeter des images subliminales entre les séquences de films. C'est-à-dire on envoie une image, alors il y a plusieurs versions, hein, soit on envoie une image qui dit « buvez Coca-Cola, mangez des pop-corn », soit on envoie une image, l'autre légende raconte, hein, c'est un mème, un mec qui rampe dans le désert et qui finit par trouver une Coca-Cola. Et l'histoire raconte que le propriétaire du cinéma doublait ou multipliait comment on va appeler ça, la vente de Coca-Cola et de popcorn à l'entracte. Alors cette histoire est complètement fausse, c'est un mème, c'est une légende urbaine. En fait, on sait maintenant qui était le propriétaire qui a lancé cette histoire-là parce qu'il voulait vendre du subliminal un peu bidon à ses clients. Mais par contre, par rapport à l'efficacité du subliminal, et ça fait partie de nos boulots d'artistes. Vous allez comprendre pourquoi je vais y arriver après, de maîtriser le subliminal. C'est que le cerveau, quand une information subliminale, donc en dessous du seuil de conscience, lui parvient, il la détecte. Ce qu'a mis en évidence Stanislas Dehaene. C'est-à-dire qu'une partie du cerveau s'active au moment où l'information digitale apparaît, subliminale apparaît. Mais si cette information-là n'est pas redondante avec le contexte dans lequel vous évoluez, le cerveau n'en tient pas compte. Donc si vous êtes en train de regarder un film, un générique télé, et que dans le film générique télé, il y a un message super élaboré qui vous dit « votez pour machin, votez pour Mitterrand, etc. », ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher parce que le message est trop déconnecté du contexte dans lequel vous êtes. Par contre, si vous vous efforcez dans votre travail graphique, visuel, scénaristique, de faire une redondance entre les informations envoyées en subliminal et le contexte du film, le cerveau va en tenir compte. Et pas que le cerveau, le subconscient va tenir compte de l'information parallèle cachée que vous êtes en train de transmettre en simultané. Alors, un exemple très concret, c'est mes oreilles. C'est-à-dire que lorsqu'elles bougent de façon aléatoire, vous les voyez bouger. Mais en fait, comme ce n'est pas pertinent par rapport à ce que je suis en train de dire ou en train de faire dans le contexte, vous n'en tenez, de façon subconsciente, vous n'en tenez pas compte. Pour vous, ça n'a pas de signification. Et lorsque, par hasard, elles vont bouger de façon pertinente par rapport à ce que je suis en train de faire ou de dire, immédiatement, votre subconscient va le faire passer au conscient et vous allez leur trouver une signification. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est vous qui surinvestissez ces oreilles d'une pertinence qui, a priori, y est ou n'y est pas de façon plus ou moins aléatoire. Donc ça, c'était pour les nécomies. Et là, maintenant, je vais retourner dans le No Museum et je vais me représenter. Donc je suis toujours très touché d'être invité dans des écoles aussi prestigieuses, des lieux aussi prestigieux. Et effectivement, j'ai été invité dans ce fameux château. Alors là, pareil, c'est des trucs complètement cyberpunk surréalistes. Hein. C'est le château de Fay avec Primavera de Filippi qui organise tout ça. C'est en fait c'est un château où c'est comme des conventions, comment on va dire, des séminaires, hein, quand vous allez avoir vos métiers, quand vous allez travailler dans des entreprises, des sociétés, on va vous payer des séminaires d'entreprises dans des lieux prestigieux. Là, la différence, c'est que c'est un séminaire, moi j'aurais tendance à dire de mon côté de geek, ultra geek, branché de la mort qui tue, spécialiste de tout ce que vous pouvez imaginer de pointe, et qui se réunissent tous, qui parlent tous en anglais, où on est obligé de parler tous en anglais, et on va échanger, les gens vont échanger, donc j'y suis allé qu'une seule fois, hein, j'ai pas pu rester longtemps parce que je devais repartir à Casablanca après, mais c'était passionnant, parce qu'on a une concentration de gens qui sont, on va dire, un petit peu au sommet d'une hiérarchie de branchés purs et durs des nouvelles technologies, entre autres, et qui font des spéculations d'assez haut niveau. Et donc, dans ce château, j'ai eu l'occasion de rencontrer ces Paul, hein, que j'ai rencontré. Hein, c'est ça ? Voilà.
et qui m'a fait le plaisir de m'inviter à venir dire des bêtises devant vous tous. Mais à l'origine, le Yanmin, qu'est-ce que c'est? C'est un cyberpunk, c'est-à-dire je me revendique d'être un des premiers cyberpunk en France. Hein. Alors, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que c'est pour vous, que veut dire cyberpunk pour vous? Hein, c'est un mot important dans notre culture, et surtout dans la vôtre, hein, parce qu'on est dans un monde cyberpunk. Alors, est-ce que quelqu'un a une définition du cyberpunk? C'est aussi un champ esthétique. Hein. Pour une école de mode, c'est important parce que vous tapez cyberpunk sur Internet et vous allez avoir un sacré paquet d'occurrences esthétiques caractéristiques. J'ai un pote qui correspond parfaitement, c'est Lucas Pira. Ah voilà, toi, tu es là-bas, je me rapproche. Pour... Je vais me rapprocher, attends, tu peux rester, je vais le prendre. Ouais, tu lui files le micro? D'accord. Bah, c'est mieux d'ailleurs que tu parles dans le micro, c'est comme ça, au moins les caméras vont capter ta remarque. Je dirais que le cyberpunk, c'est un courant esthétique, littéraire, c'est un genre qui, je dirais, qui imagine un univers futuriste. Attends, je te vois. Ah oui, merci, je te voyais pas. Ah oui, ok. C'est un imaginaire qui se projette dans un univers lié à la cybernétique. Donc on a des runners, tout cet imaginaire qu'on a post-technologie, Internet. Et c'est aussi lié parfois un peu à la dystopie parfois. Voilà, je dirais que c'est une possibilité d'imaginaire et de récit qu'on peut avoir sur le futur. Il y en a d'autres qui existent, qui sont complètement l'opposé, comme le solarpunk. Et là, c'est complètement autre chose. Bravo, bah c'est pas mal, c'est bien même. C'est excellent ta définition. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Le mot de cybernétique, c'est comme algorithmie. Enfin, il est important d'avoir une phrase clé qui nous permette de cristalliser nos idées sur la cyber. C'est quoi pour vous la cybernétique? La cybernétique, comme j'ai fait de la communication et de l'information, donc du coup c'est des systèmes de transmission d'infos d'un point A à un point B. Donc il y a toutes les logiques d'interférence, etc. Après, je pense que, comme on parlait d'algorithme de programmation, ça se lit. Voilà. En fait, si vous m'autorisez une proposition, vous avez tout à fait raison, c'est donc la transformation d'une information en action. Comment une information provoque une action dans le monde physique. Ça, c'est la cybernétique. C'est l'origine de la robotique, etc. Donc à partir de données, à partir d'instructions et de programmes, le monde informationnel agit sur le monde réel. Mais je parle sous le contrôle de Yann. Alors, ça m'embête que tu abordes la cybernétique, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que c'est... Alors, ce que je suis en train de vous faire, le cours... Non, mais c'est très très bien. Hein, mais le cours rapide que je suis en train d'essayer de vous faire, en fait, c'est 4 fois 3 heures de cours que je donne dans les grandes écoles d'art et d'ingénieurs, depuis des années, dont l'ENSAM. Et il y a toute une partie sur, précisément, l'histoire de la cybernétique, qui dure à peu près 3 heures. Tu vois, c'est-à-dire, si j'aborde l'histoire de la cybernétique, je suis parti pour bouffer la totalité du temps. Mais tu as complètement raison. En fait, alors, c'est important, je vais essayer de vous le faire en raccourci très rapidement, mais puisqu'on l'a abordé, c'est que en fait, la cybernétique est au cœur de la révolution informationnelle dans laquelle nous sommes actuellement. C'est un nouveau paradigme qui est né en 1943 et qui a changé la société radicalement, qui est né aux États-Unis d'un chercheur américain qui s'appelle Norbert Wiener et qui a orienté la société contemporaine. Donc, je vais essayer de vous faire, parce que du coup on a abordé la cybernétique, je vais revenir quand même sur les cyberpunks. Et donc tu as complètement raison, et je vais juste préciser quelques petits trucs. Le mot cyberpunk apparaît dans notre histoire. Alors la plupart des gens pensent qu'il apparaît dans un roman de William Gibson qui s'appelle Neuromancer en 1983. En réalité, il est apparu sous la plume de Bruce Beck, que vous voyez là, qui est un jeune auteur à l'époque, musicien, qui sort une nouvelle en 1982 parue dans Amazing Stories qui s'appelle Cyberpunk. Donc le mot a été inventé par Bruce Beck. Et c'est William Gibson en 1983 dans le roman qui s'appelle Neuromancer, qui est adapté, qui est en train d'être adapté d'ailleurs à nouveau actuellement, qui va le populariser. Et pour Gibson, pour Bruce Beck, les cyberpunks sont des petits cons, et pour Gibson, il en fait des espèces de Robin des Bois qui vont nous protéger du pouvoir des majeures compagnies. C'est-à-dire, ce sont des sortes de Robin des Bois anarchistes, libertaires, geeks, ultra calés en particulier dans le hacking des réseaux numériques, et qui va
nous tous, du pouvoir totalitaire, des tropismes totalitaires des majeures compagnies. Donc ça, c'est le mythe qu'il y a derrière les cyberpunks, un film qui date d'avant, qui est Blade Runner, est devenu un emblème d'une esthétique cyberpunk, et on se retrouve actuellement avec une esthétique cyberpunk que moi, perso, je trouve un peu limite, qui est le gros baraquet, genre barbouze, bien burné, avec un treillis militaire ou autre, surarmé, et la super femme guerrière, qui est aussi un archétype du cyberpunk, c'est la femme guerrière. On va y revenir aussi, parce que c'est assez rigolo, puisqu'on est dans la mode, et justement, l'archétype de la femme guerrière est omniprésent dans notre culture et dans la vôtre. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, la femme guerrière n'est pas une projection de l'émancipation féminine, mais c'est encore une projection masculine. La femme guerrière, c'est la femme que l'adolescent mâle rêve d'être lorsqu'il a sa puberté. Mais je vais y revenir après, et je vais vous poser une question. Qui parmi vous n'a pas, dans son ordinateur, un logiciel piraté, de la musique piratée, un film piraté? Qui n'en a pas? Hein? Alors c'est rigolo, vous êtes quand même assez nombreux. C'est-à-dire que vous êtes, contrairement à toute attente, vous devez être 7 ou 8 dans l'assistance. Alors tous les autres, ben, vous êtes des cyberpunk. Voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que le mot cyberpunk vient donc, on l'a dit, du préfixe cyber, cybernétique, et punk, bien évidemment, c'est une référence aux Sex Pistols, mais c'est surtout un mot qui vient du XVIIIe siècle anglais. Un punk, c'est un voyou. C'est même un petit voyou. C'est pas un voyou de grande envergure. Donc les cyberpunks sont des voyous cybernétiques. Le mot littéralement de cyberpunk, c'est-à-dire voyou cybernétique. Ce qui est très intéressant, c'est que dans ma jeunesse, à votre âge, quand j'étais justement aux Arts Déco, puisque j'étais rentré aux Arts Déco, j'avais déjà mis en place des stratégies cyberpunk. C'est-à-dire de hacker le système, hacker mon école, hacker les réseaux. C'est-à-dire pour pouvoir faire des œuvres d'art, avoir accès aux studios de télévision à l'époque, bah, ça coûtait une fortune. Aux studios de télévision, les logiciels, il y en avait à peine. Il y avait surtout des grands centres informatiques. Et quand vous vouliez faire des œuvres d'art, soit vous étiez extrêmement riche, hein, des œuvres d'art soit numériques, soit vidéo, soit on avait mis en place, hein, avec les étudiants, les autres potes étudiants, des stratégies pour dupliquer les clés des studios de télévision ou s'enfermer la nuit dans les studios de télévision pour bosser la nuit et faire des œuvres. Alors on prenait des risques, hein, quand même, légaux à tous les niveaux, tout ça pour faire des œuvres d'art. Et avec le temps, ce que j'ai vu émerger, c'est évidemment l'informatique grand public. Et là, actuellement, alors que nous n'étions pas si nombreux à mettre en place des stratégies de ce type-là à l'époque, qui pouvaient être très, très élaborées. Hein. Kit Galloway, par exemple, un des pionniers de l'art vidéo, avait essayé de hacker le satellite Symphonie français, qui était désaffecté, pour pouvoir faire en sorte qu'il relaie des informations artistiques, création artistique entre les États-Unis et la France. Alors nous, on se contentait de hacker les studios, on s'est fait gauler. D'ailleurs, je me suis fait virer d'une boîte de M6, une boîte pour laquelle je bossais pour M6, parce qu'on m'avait surpris la nuit à hacker le plateau bleu, où je tournais des rushs BDSM avec les copines sur le plateau pendant la nuit. Voilà. Donc le lendemain, la directrice de production, enfin, je vous la raconte parce que c'est drôle, je disais à l'équipe, parce que c'était un hebdomadaire qui s'appelait la 6e dimension, et c'est moi qui faisais la réalisation. Et je disais à l'équipe, oh là là, alors Lionel Rodcage, qui était le journaliste, passait son temps à changer tout le montage la veille du PAD, la veille de la diffusion. Et donc, je disais à l'équipe, ça va être au moins toute la nuit, je vais devoir bosser toute la nuit pour refaire tout le montage de l'émission. Vous avez qu'à rentrer, et moi je vais me démerder. Et évidemment, tout le monde était content de partir à 8h, etc. Donc je me retrouvais tout seul dans le studio. Et là, c'était génial, parce qu'en fait, comme j'avais une extrême maîtrise des régies vidéo, je pouvais me démerder tout seul. Et donc je savais très bien que j'en avais pour 1 heure. 1 heure et demie maximum à faire le PAD pour la diffusion du lendemain. Et du coup, j'appelais les copains et les copines, je disais, ça y est, c'est bon, j'ai le studio. Et toutes les nuits, on tournait des éléments, des rushs que j'ai réutilisés après dans mes œuvres d'art vidéo sur le plateau. Je te frapperai sans colère et sans haine, comme un boucher, comme Moïse le rocher. Je ferai de ta paupière, pour abreuver mon Sahara, jaillir les eaux de la souffrance.
Mon désir gonflé d'espérance sur tes pleurs salés nagera, comme un vaisseau qui prend le large. Dans mon cœur qu'ils saouleront, tes chers sanglots retentiront, comme un tambour qui bat la charge. Ne suis-je pas un faux accord dans la divine symphonie, grâce à la vorace ironie qui me secoue et qui me mord? Elle est dans ma voix, la criarde. C'est tout mon sang, ce poison noir. Je suis le sinistre miroir où la mégère se regarde. Je suis la plaie et le couteau. Je suis le soufflet et la joue. Je suis les membres et la roue. Et la victime et le bourreau. Et la directrice de production a fini par se douter que je faisais des trucs un peu chelous dans le studio. Et elle a fait un deal très corporate. Elle a dit aux jeunes stagiaires, qui étaient très sympathiques d'ailleurs, qui étaient là, si tu me trouves quelque chose d'intéressant sur ce que fait Yann Min la nuit dans les studios, je te file un CDD. Ah ben, hein, je le comprends. Et donc il m'a balancé, quoi. Il m'a balancé, et un matin, quand je rentre, c'est comme dans les films, hein, très, très corporate, toutes mes valises, toutes mes affaires étaient empilées dans des caisses, et j'étais viré. J'ai eu du beau parce que j'ai juste été viré, hein, elle aurait pu me faire un procès, etc. Et ça a été ma chance, puisque tout de suite après, parce qu'il faut faire gaffe quand vous allez bosser dans ces structures-là, vous finissez par vous endormir un peu dans votre position, votre posture. Et ça a été ma chance, parce que tout de suite après, j'ai été réengagé pour faire les premières soirées théma d'Arte sur la science-fiction. Mais c'est une histoire intéressante parce que, en même temps que je travaillais pour la grosse industrie, qui est la télévision en l'occurrence, hein, et aussi pour la communication d'entreprise, j'ai toujours mis en place à côté des stratégies de hacker. De hacker, c'est-à-dire de hacker le système. Parce que vous pouvez vous satisfaire, quand vous allez sortir de l'école, du poste dans lequel vous allez être au niveau de l'industrie. Mais si, à côté, vous ne développez pas une création personnelle, c'est-à-dire vous ne travaillez pas pour votre propre réalisation, pas juste une réalisation qui va passer par votre notoriété de réalisateur, de designer, autre chose, mais des vraies réalisations, donc des œuvres artistiques, eh bien, il y a une frustration. Et donc moi, je conseille à tout le monde de mettre en place des stratégies cyberpunk jusqu'au bout, et donc de hacker systématiquement vos structures pour pouvoir aboutir votre propre espace de réalisation personnelle. Donc ça, c'était pour les hackers, pour les cyberpunk. Alors dans l'histoire du cyberpunk, on va revenir, on l'a juste évoqué tout à l'heure, tu l'as évoqué tout à l'heure, il faut pas oublier non plus aussi une chose importante, c'est que toutes ces technologies-là, tout ce que nous faisons là, est issu des hippies techno qui ont fondé la Silicon Valley et qui ont hacké le système américain dans les années 60, 70, 80. Hein, c'est-à-dire qu'on a aux États-Unis, alors par exemple, je vous montre, je ne vais pas m'attarder dessus, mais par exemple, ceux qui m'ont éclaté le plus, vous chercherez, c'est les Merry Pranksters. Vous chercherez le Further-Bus des Merry Pranksters. À l'époque, aux États-Unis, une partie de la jeunesse est convaincue, alors attention, je ne suis pas en train de vous dire de prendre du LSD. Le LSD est objectivement dangereux. Mais il y a eu une période où on a imaginé que le LSD allait nous libérer en ouvrant les portes de l'esprit. C'est-à-dire c'est un outil scientifique extrêmement sophistiqué, une augmentation, et qui modifie effectivement assez radicalement la façon de penser. Et donc on avait le pape du LSD qui s'appelait Timothy Leary, et Timothy Leary et les hippies de l'époque se sont dit il faut qu'on change de société, et pour aider les gens à changer de société, on va favoriser la prise de LSD. Et alors ce qui est intéressant dans l'histoire des Merry Pranksters, c'est qu'on s'aperçoit qu'ils organisaient des free parties, et le trajet des free parties qu'ils ont fait a suivi sur la côte ouest l'implantation des grands laboratoires informatiques américains. Donc les mecs qui bossaient dans la recherche informatique, on a les traces, maintenant c'est carrément officiel, historique, les chercheurs qui travaillaient sur les ordinateurs, le développement des premiers ordinateurs dans le monde, le samedi soir, ils allaient se faire une free party avec les Merry Pranksters ou les autres hippies. Et à ce moment-là, ils ont développé des stratégies, une philosophie qui est décrite dans un excellent bouquin qu'il faut que je vous redonne, je vais vous redonner le nom, mais il est facile à trouver. Il y a un chercheur américain qui a travaillé sur toute cette histoire-là. Ça s'appelle aux sources de l'utopie numérique. Je ne sais plus où je l'ai mis. Hein, donc le bouquin à lire qui raconte toute cette histoire-là, ça s'appelle « Aux sources de l'utopie numérique ». Et la chose très rigolote, c'est que vous êtes dans la société qu'ils ont imaginée. Alors, je vous montre un autre personnage important que j'ai eu la chance de rencontrer à Paris. C'est
je ne vais pas vous faire toute cette histoire-là, parce que là, il y en aurait pour des heures. Computer Lib, ce bouquin, c'est Ted Nelson. Ted Nelson, c'est celui qui a inventé le mot, ça va vous donner l'idée de l'ambiance de l'époque, c'est lui qui invente le mot hypertexte. Ted Nelson est convaincu à l'époque, 1974, que l'informatique va nous libérer, mais nous libérer dans un sens révolutionnaire, nous émanciper. Et donc il sort un bouquin avec un point levé sur une disquette en disant « You must understand computer now ». C'est-à-dire que dans l'esprit de pas mal de techno-hippies américains de l'époque, l'informatique devient, comme le LSD, un outil d'émancipation cognitive. Et alors après, on peut se poser la question si cette fameuse émancipation de l'informatique a fonctionné dans l'esprit du changement hippie, mais ça a bien révolutionné et le monde et la planète. Et donc, pourquoi je voulais vous parler de ça? C'était parce que c'est en rapport avec mes oreilles. Et malheureusement... Alors, un autre hacker, parce que je le vois là, c'est Steve Jobs et Wozniak. Hein, donc vous chercherez dans leur biographie, hein, mais ils ont débuté Apple en hackant le système de téléphone Bell. Hein, à l'origine, c'est aussi des hackers qui sont dans une quête alternative, de monde alternatif. Et alors, ce qui va nous arriver, voilà, c'est ça que je voulais vous raconter. Pourquoi je parle de cyberpunk? C'est qu'en fait, la société dans laquelle nous sommes... Alors, en science-fiction, on avait deux grands courants. On avait le post-apocalyptique, c'est-à-dire l'apocalypse nucléaire. Il faut vous rappeler que les États-Unis et les jeunes Américains, à l'époque, ils vivaient au quotidien, hein, dans les années 60-70. C'est comme maintenant, mais en 10 fois pire. C'est-à-dire qu'on leur apprend, on leur explique à l'école qu'il faut se jeter sous les tables pour se protéger de la bombe atomique que vont lancer les soviétiques. Hein. On a, j'appelle ça la croisée des chemins. Là, la voici. Ils sont en pleine révolution identitaire, puisqu'on a les Noirs américains, à travers les Black Panthers, qui sont en train de revendiquer leur identité. On a les Amérindiens, avec le siège de Wounded Knee, hein, qui, par les armes, s'emparent d'une ville. Il faut bien vous situer dans le contexte. Hein. Là, ce qu'on vit, c'est plutôt cool par rapport à ce que vit le jeune Américain à l'époque. On a les mouvements hippies, hein, avec Peace and Love. On a les mouvements anti-guerre du Vietnam, où ça se passe très mal. C'est-à-dire que quand les étudiants protestent dans les universités américaines, ils se font tirer dessus et tuer par les soldats américains. Donc, c'est pas super cool comme ambiance. Et on a donc, dans cette période-là, aux États-Unis, une énorme anxiété globale et sociale, et les jeunes générations, vos générations, sont en train d'essayer de trouver des alternatives à cette société terrible dans laquelle ils sont. Et on va voir émerger, alors je vous fais cet aparté là-dessus aussi, on va voir émerger, alors vous chercherez, je ne vais pas le détailler, vous chercherez French Theory. C'est-à-dire, il y a eu un feedback cognitif absolument génial entre les États-Unis et la France à l'époque, ou plutôt entre la France et les États-Unis, c'est que les jeunes universitaires, vous par exemple, mais aux États-Unis dans les années 60-70, ont été biberonnés aux penseurs français, c'est-à-dire Deleuze, Foucault, Simone de Beauvoir, etc. On appelle ça, par dérision aux États-Unis, la French Theory. C'est-à-dire tout un tas de penseurs qui vont générer une pensée très importante qu'on appelle la déconstruction, hein, ou le déconstructionnisme. C'est-à-dire qu'on a des penseurs qui analysent tout ce qu'on croit être vrai, admis socialement, etc., et qui vont faire la déconstruction pour démontrer que ce sont en fait des constructions culturelles. Ça va favoriser l'émergence de beaucoup de mouvements, dont, alors, les mouvements qui vont émerger à cette époque-là, qui sont assez caractéristiques. C'est le mouvement LGBTQI+, hein, je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer ce que veut dire cet acronyme, mais vous allez avoir le début de, tu l'as évoqué tout à l'heure, le do-it-yourself. Vous allez avoir le sadomasochisme, c'est-à-dire plutôt le BDSM, qui est né à San Francisco, qui va se répandre, qui est un processus communautaire qui commence à se répandre à San Francisco. San Francisco, c'est vraiment l'épicentre de cette révolution culturelle, cyberculturelle qui se produit dans le monde. Vous allez avoir les body hackers et les body modification, piercing, tatouage, etc. Je vous rappelle que légalement, dans l'absolu, vous ne pouvez pas vous faire percer, par exemple, ou tatouer, surtout percer. Normalement, ça devrait être un chirurgien qui le fait, puisque c'est, comment on va dire, on traverse l'épiderme, donc c'est exercice illégal de la médecine. Alors il y a une tolérance en France, mais c'est quand même pas totalement validé juridiquement. Et on a, bon, je vous les oublie, et on a
un mouvement très important qui émerge à ce moment-là, qui est le transhumanisme. Alors, je vais vous poser une question. Quel est l'élément commun à tous ces mouvements-là? Alors, je ne l'ai pas vu tout de suite, hein, c'est une illumination qui m'est venue il n'y a pas très longtemps. Je me suis dit, mais oui, évidemment, c'est évident, cette chose commune qui relie tous ces mouvements-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a de commun au BDSM? On va prendre trois extrêmes. Au BDSM, au LGBTQI+, et aux transhumanistes. Vas-y, dis-le. Attendez, le micro. Moi, il y a deux termes qui viennent, c'est liberté et dépassement. Enfin, le dépassement des limites corporelles, des normes, des limites aussi de l'imaginaire, qui est lié à un sentiment de liberté. Pas mal, c'est bien. Tu l'as dit. En fait, tu l'as dit. L'élément commun le plus important, c'est le corps. C'est-à-dire que dans tous ces mouvements-là, la revendication principale est « mon corps m'appartient ». Et ce ne seront ni les institutions, ni les religions, ni les coutumes, ni les États qui me diront ce que je vais faire de mon corps. Donc on a un énorme mouvement d'appropriation et de revendication du corps qui naît, qui est clos, qui arrive tardivement en Europe, hein, avec tout le mouvement LGBTQ+, qui est, je dirais, presque à son sommet là maintenant. Et alors, la chose que j'ai trouvée très intéressante, je n'en tire pas de conclusion, mais avec la pandémie, on a le corps médical qui, il y a 2 ans, a dit « Non, 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 votre corps ne vous appartient pas. Votre corps appartient au corps médical. C'est nous qui décidons de ce que vous pouvez faire ou pas de votre corps. » Donc c'est très intéressant qu'on ait eu d'un côté une espèce d'émancipation collective générale qui a gagné le monde entier, en provoquant d'ailleurs tous les problèmes qu'on connaît, parce qu'il y a des tas de pays pour qui cette émancipation du corps a été extrêmement mal vécue. Et on a un retour de bâton qui vient de se passer au niveau planétaire sur le contrôle du corps, institutionnalisé. Donc là, c'était l'aparté, et je vais juste vous évoquer, parce que je suis dedans, combien de temps il me reste? Parce que j'ai plein de choses à vous raconter. 1 heure. Il me reste 1 heure, donc je vais speeder quand même un grand coup. Une bonne heure. Tu as évoqué la cybernétique, donc du coup, je vais vous faire la cybernétique. C'est juste que quand il y a un mot costaud qui passe, je préfère qu'on le... Bah, bien sûr. Si c'est très, très rapide. Alors, c'est un vrai sujet, hein, la cybernétique. Donc, je vous ai expliqué, c'est 4 heures, mais je vais vous faire un condensé ultra rapide de ce qu'est comment on peut comprendre la cybernétique, en fait. Et c'est important parce que, alors moi, je l'ai découvert tardivement. Pareil, j'ai fait une borne interactive avec Maurice Benayoun, qui est un grand artiste numérique contemporain, sur les créatures artificielles pour le CNAM. C'est une commande que j'ai eue. Alors, c'est ça qui est génial quand vous allez, si vous êtes réalisateur, etc., quand vous allez bosser dans votre métier, c'est que moi, pareil, j'ai hacké aussi tout ce que j'ai fait, c'est-à-dire que vous allez avoir une puissance de frappe, hein, avec des documentalistes, avec des gens qui vont bosser pour la production, pour faire des commandes. Hein. Vous allez livrer des choses qui sont des commandes, et puis vous allez le faire plutôt bien de préférence, mais en même temps, vous allez apprendre des choses. C'est ça qui est fabuleux. C'est-à-dire, en même temps, vous allez avoir accès à des zones cachées, des zones secrètes parfois, du corporate, du système, des institutions. Et là, en faisant cette borne interactive avec le musée du CNAM, j'ai passé des jours entiers avec des historiens du CNAM. Et là, ils m'ont ouvert une porte, ils m'ont ouvert une bibliothèque, et ils m'ont ouvert la bibliothèque qui s'appelle la cybernétique. Et je me suis rendu compte déjà que ce mot qui est omniprésent dans notre quotidien en Europe, personne, très très peu de gens savent d'où il vient. Est-ce que quelqu'un sait d'où vient le mot? Que signifie le mot cybernétique? Au fond, tu as levé la main, je t'ai vu. T'as pas levé la main? Excuse-moi, j'avais mal compris. Donc personne? Non. Le mot cybernétique, d'où vient-il? Ok, mais d'accord, mais... Alors je vous le dis déjà parce que, à moins que tu aies envie de le dire. Non, vas-y. Enfin, une chose que j'ai envie de dire, on pressent bien que ça vient du grec, cyber d'un côté, nétique de l'autre. Alors on peut parler de la noosphère peut-être, mais tu vas nous... Ah non, alors la noosphère, c'est oui, tu as raison. Pareil, tu viens encore de m'ouvrir une bibliothèque monstrueuse. Mais tu as raison, on va la regarder, la noosphère. Alors, la cybernétique, ça vient de... En fait, c'est un mot qui est inspiré de la cité de Platon, qui vient donc du grec,
qui est Kubernetikes. Hein, c'est-à-dire que la traduction littérale de cybernétique, enfin, l'origine du mot cybernétique, c'est Kubernetike, Kubernetikes. Je ne sais plus où je l'ai mis quelque part par là. Et en fait, Platon, alors c'est pas très intéressant, moi j'ai pas trouvé ça très intéressant, le texte de Platon, même si c'est une référence énorme, hein, il fait une analogie entre le fait de piloter un navire, Kubernetike c'est piloter un navire, et piloter une cité. Hein, c'est-à-dire on dirigerait la cité comme on pilote un navire. Quand on réfléchit 10 secondes, on se rend compte qu'on ne pilote pas une cité comme on va piloter un navire. C'est une jolie métaphore, presque poétique, mais qui pour moi pouvait éventuellement avoir de la pertinence à l'époque de Platon, mais plus maintenant. Par contre, la Kubernetikes va donner la science du commandement. Le premier qui utilise ce mot-là, mais ça s'est perdu dans l'histoire, c'est un Français. On est toujours très fort pour être les premiers à faire un truc, mais à jamais l'exploiter. Et donc, c'est Ampère, le physicien Ampère, qui utilise le mot cybernétique dans le même sens que Norbert Wiener. Ça donnera la science du commandement. Mais Norbert Wiener n'était pas au courant de l'invention du mot cybernétique par, par Ampère. Alors, en fait, ce qui va se passer, je vais essayer de vous le raconter assez rapidement. Norbert Wiener, on va revenir au personnage principal, c'est Norbert Wiener. Norbert Wiener est un chercheur du MIT, qui est aussi un petit génie dans sa jeunesse. Hein. Il parle, je ne sais plus, il parle des langues extraordinaires très très tôt, mais il a été boosté à fond par son père. Il y a un trip aux États-Unis à l'époque qui est de faire des génies. Hein. Donc, heureusement pour lui, ça s'est bien terminé. En général, au niveau familial, ça ne se passe pas très bien quand vos parents essaient de faire de vous le meilleur, le plus grand génie de la planète. Mais pour lui, ça se passe à peu près bien. Tu voulais dire quelque chose ? Et pour lui, ça se passe plutôt bien. Il est extrêmement doué en mathématiques, mais ce qui est très important, vous voyez, c'est qu'il a un diplôme de Harvard en zoologie et il enseigne la philosophie à Harvard. Donc c'est quelqu'un qui a à la fois un bagage scientifique, surtout en mathématiques, mais qui a aussi un bagage philosophique et un bagage de zoologie, d'éthologie. Alors, Wiener, il faut aussi, pour le resituer, c'est important que je vous le raconte, Wiener est un pacifiste, c'est-à-dire c'est un des rares scientifiques aux États-Unis à l'époque qui va refuser de bosser sur le projet Manhattan. Le projet Manhattan, c'est le projet de bombe atomique américain. Il plane complètement. Bon, je ne vais pas vous raconter toutes les anecdotes sur Wiener, mais en fait, c'est plutôt, globalement, un personnage assez sympathique. Voilà, c'est un peu à l'opposé de Neumann, qui est l'inventeur, le père de la bombe atomique américaine. Et il s'avère que Wiener a une commande de l'armée américaine. Alors, il a passé sa vie, Wiener, à défendre l'idée que si un humain découvrait, un scientifique découvrait quelque chose qui pouvait mettre en danger l'humanité, il ne devait pas le révéler. Sauf qu'il se retrouve, comme il bosse au MIT, il y a forcément des financements qui sont des financements militaires. Hein, quand vous allez commencer à bosser en sortant de l'école, vous n'allez pas pouvoir être toujours très très pur et dur, et vous allez sans doute bosser pour les méchants. En l'occurrence, les méchants, ce sont les militaires, surtout en France, puisque c'est la principale industrie française. Nous sommes quand même, il ne faut pas oublier, le 3e marchand d'armes de la planète. Et c'est bien caché, c'est assez discret, mais ils sont là. Et Wiener a une commande de l'armée américaine qui est de résoudre un problème technique. Il faut que lorsqu'un radar, on vient d'inventer les radars, hein, le SCR 584 à l'époque, lorsqu'un radar détecte un avion, il faut qu'automatiquement les batteries de DCA s'alignent sur la cible. Hein, donc c'est un problème de servomoteur, il faut asservir les batteries de DCA sur les radars. Il y a 2 équipes qui bossent dessus. La première équipe va remporter le marché. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle, mais c'est des scientifiques notoires aussi. Mais c'est à cette occasion-là, Wiener ne remporte pas ce marché-là, mais il invente la cybernétique. Alors, il faut que je vous raconte ça aussi, parce que c'est important. Alors, il y a un bouquin à lire. Le meilleur bouquin, je trouve, qui vulgarise bien toute cette histoire-là, c'est L'utopie de la communication de Philippe Breton. Hein, si vous voulez vraiment vous documenter sur le cybernétique de façon facile à lire, c'est Philippe Breton, l'utopie de la communication, qui raconte ça très bien. Alors, en fait, du coup, comme je suis dans le cybernétique, il faut que je vous le fasse quand même. Alors, la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est Game of Thrones. Alors, vous avez tous vu Game of Thrones, je suppose, hein, qui n'a pas vu Game of Thrones? Ah merde, vous êtes nombreux. Alors, j'autorise ceux qui ne veulent pas que je spoil à sortir pendant 5 minutes. Parce que là, je vais faire un spoiler de la mort qui tue.
Non? Ça ne vous gêne pas que je spoil la fin de Game of Thrones? Bon, vous avez le droit en tout cas de ne pas écouter pendant les 5 minutes qui viennent. Alors, Game of Thrones se termine d'une façon qui a traumatisé, et c'est vachement intéressant, qui a traumatisé tous les fans de Game of Thrones. Dans Game of Thrones, il y a un personnage qui s'appelle Daenerys, qui est une jolie petite blonde fragile, mais qui est surpuissante. C'est-à-dire, c'est pareil, un mythe de femme guerrière. Elle est surpuissante, pourquoi? Parce qu'elle a des gros phallus avec des grandes ailes qui crachent du feu. Elle a des dragons. C'est la maîtresse des dragons. Elle est protégée par les dragons. Elle a des armes d'une puissance phénoménale. C'est l'équivalent de la bombe atomique, les dragons. C'est-à-dire que rien ne peut résister aux dragons qui crachent du feu. Et c'est la maîtresse des dragons. Et pendant tout le début de Game of Thrones, ce personnage-là, qui est très intéressant, est plutôt positif. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui libère les esclaves, qui élimine tous les tyrans sur son trajet. Et puis, la fin de Game of Thrones, donc on a vraiment un personnage charismatique dans lequel tous les fans se sont incarnés. Et à la fin de Game of Thrones, quand même, elle rentre pas mal en conflit avec la dernière ville, la ville principale, qui sont, en l'occurrence, donc les méchants dans la structure narrative. Et alors, ça va se terminer. Le dernier épisode est absolument génial. Tout d'un coup, Daenerys, qui réussit à prendre la ville, c'est-à-dire ils réussissent à s'attaquer, ils s'attaquent aux méchants, ils vont prendre la ville, et là, normalement, on s'arrête là. On a pris la ville, et puis on élimine éventuellement les rois, les seigneurs du coin, et puis on laisse le peuple, qui lui n'est que manipulé, tranquille. Et là, Daenerys pète les plombs, et avec ses dragons, elle rase la ville. C'est-à-dire, elle fait cramer tout le monde. Elle brûle toute la cité, et alors ils insistent, elle brûle les enfants, les mères de famille, tout ça, tout le monde se fait cramer sous les flammes des dragons de Daenerys. Et là, je me suis dit, mais c'est extraordinaire ce qu'ils sont en train de nous faire là. Ils sont en train de nous faire le bombardement de Dresde. C'est-à-dire qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu quand même des gros traumatismes. La plupart des scientifiques américains travaillent de haut niveau pour l'armée de l'air américaine. Au début de la Seconde Guerre mondiale, l'armée de l'air américaine, les Américains c'est les bons, c'est Daenerys, c'est eux qui sauvent le monde. Et là, il va se produire plusieurs événements pendant et après la guerre. Le premier important, c'est le bombardement de Dresde, c'est-à-dire l'aviation américaine adjointe à l'aviation anglaise vont anéantir la ville de Dresde. C'est-à-dire ils vont brûler l'ensemble de la population, en fait, très concrètement, sous les bombes. Et puis ils vont continuer, c'est-à-dire après on va avoir Hiroshima et Nagasaki. Je ne vais pas détailler, mais je vous rappelle qu'Hiroshima et Nagasaki, on le sait maintenant, n'étaient absolument pas nécessaires. C'était juste une démonstration de force à l'égard de l'armée rouge qui était en train de s'approcher du Japon. Et les États-Unis ne voulaient surtout pas que l'armée rouge s'empare du Japon. Et donc ils ont envoyé un signal très clair aux Russes, aux Soviétiques, pour les arrêter. Mais le Japon était déjà en train de préparer sa reddition avant le bombardement de Nagasaki et Hiroshima. Et puis, on a la Corée du Nord. La Corée du Nord, c'est intéressant. On a 20% de la population qui a été anéantie par les bombes et les flammes en Corée du Nord. Alors, ils sont un peu paranoïaques en Corée du Nord depuis, par rapport aux Américains. On a le Vietnam aussi, avec l'agent orange. C'est-à-dire qu'en fait, l'armée américaine ne s'illustre pas, et surtout l'armée de l'air américaine, ne s'illustre pas par, on va dire, un côté humanitaire. Ils sont même particulièrement violents. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, comme la majorité des scientifiques travaillent pour l'armée de l'air américaine, ils sont mal. Ils sont un peu le cul entre deux chaises. Donc ça, c'est décrit par Philippe Breton dans l'Utopie de la communication. Et l'autre élément important, c'est que... Alors par contre, les Américains, ils sont rigolos quand ils font des trucs. Il y a un... Je vais aller dans l'autre niveau, parce que là, j'ai oublié de le compléter, celui-là. Je vais aller dans le niveau du XXe siècle. Et on a un autre truc intéressant, c'est qu'on a les conférences de Massey. Massey, c'est la plus grosse fondation américaine qui finance au départ la recherche fondamentale en médecine, mais qui va petit à petit financer d'autres secteurs. Et pendant les conférences de Massey, en fait, ils se disent, pendant et après la Seconde Guerre mondiale, il faut que les départements scientifiques communiquent entre eux. Il faut arrêter que les physiciens, les mathématiciens, les psychologues réinventent l'eau chaude systématiquement. Donc on va organiser des rencontres où tout ce monde-là va discuter entre eux. Et on va donner des thèmes. Donc on fait réunir les plus grands scientifiques, ça va donner une avance considérable aux États-Unis au niveau scientifique, mais surtout on va leur donner des thèmes de travail. Et un des thèmes de travail des conférences de Massey était intéressant, c'est comment un pays comme l'Allemagne a pu basculer dans la barbarie. C'est-à-dire qu'en fait, il faut penser qu'il y a un problème.
c'est que l'Allemagne, à l'époque, est au plus haut niveau scientifique, technologique, philosophique de l'humanité. Or, on est enfin encore dans cette croyance post-coloniale que la culture, l'intelligence nous affranchirait de la barbarie, ce qui est archi faux. Mais on a cette illusion-là. Et du coup, on se dit, mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui a fait qu'un des pays au plus haut niveau de l'intelligence humaine bascule dans la pire des barbaries? Et en fait, la réponse est née de la philosophie nazie. À l'origine de la philosophie nazie, on a un truc qui vient de France et d'Angleterre, étonnamment d'ailleurs, qu'on va appeler à tort, donc ça, vous essayez de rayer ce mot-là de votre vocabulaire parce que c'est une mauvaise interprétation, on appelle ça le darwinisme social, mais en réalité, c'est pas du darwinisme. Darwin n'a pas grand-chose à voir avec cette interprétation-là. Et en fait, on pourrait plutôt appeler ça du néo-spencerisme. C'est-à-dire les penseurs, en fait, là, il y a un certain nombre de penseurs qui vont développer des pensées au XIXe siècle, qui sont les pensées du prédateur le plus fort qui survit, ou de la raison du plus fort, etc. Et on appelle ça le spencerisme, ou le néo-spencerisme. Et en gros, je ne sais plus où j'ai mis mon tableau, je l'ai perdu là aussi, mais ce n'est pas grave. L'idée, c'est que, et vous connaissez cette idée-là, elle est toujours dans l'air, c'est le prédateur le plus fort qui va survivre. Et alors surtout dans les grandes écoles. Et on a cette idée-là qu'il faut être le super prédateur hyper fort qui va écraser tous les autres. Et grâce à ça, on va devenir le maître du monde. Et de toute façon, la nature du vivant fonctionne sur cette logique-là. Et ça va énormément plaire aux nazis, à la culture nazie. Et les nazis vont en faire leur cheval de bataille. À tel point qu'on va considérer, donc ça va donner aussi un autre courant qui s'appelle l'eugénisme, c'est que si on laisse survivre les gens qui sont faibles, ils vont affaiblir la nation et la race. Donc plus vous laissez se développer à travers la sécurité sociale, les aides sociales, les hôpitaux, toutes ces choses-là collectives, vous allez sauver des gens qui, en d'autres temps, n'auraient pas pu être sauvés, et du coup, vous allez affaiblir la nation. Alors à partir de là, ce qui va rendre l'Allemagne nazie criminelle, c'est qu'ils vont passer à l'acte et ils vont éliminer physiquement les gens qui ont des déficiences mentales, les gens qui sont en marge de la société. Et puis, à partir de là, tout est permis, puisqu'il suffit de qualifier tel ou tel groupe ethnico-social d'être déficient pour X raisons, et vous l'éliminez physiquement. Donc ça, c'est la bascule dans la barbarie nazie, et surtout, au moteur, au cœur de cette idée-là, il y a cette idée-là d'eugénisme et d'élitisme social. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que le problème que va avoir Norbert Wiener, ce que va faire Norbert Wiener, c'est qu'il va dire, en fait, quand il va inventer la cybernétique, il va dire, non, c'est pas ça. C'est pas cette idée-là, c'est pas le prédateur le plus fort qui va assurer sa suprématie sur les autres, c'est l'organisme qui va traiter de l'information au plus haut niveau. Alors, je vous explique maintenant qu'est-ce que c'est la cybernétique. Je vais essayer de vous le faire très très vite. Alors, je vous le résume en 10 secondes, je vais essayer de faire ça en moins de 3 minutes. Vous imaginez que ça a pris des années. C'est des échanges de conférences, de papiers scientifiques, etc. Donc je vais mimer Norbert Wiener, j'ai un peu la petite barbiche à la Norbert Wiener, et vous êtes à la conférence de Massy, et je vais vous faire une petite scénette qui n'a jamais existé, mais qui vous permettra de comprendre ce qu'est la cybernétique. Wiener arrive et dit, voilà, chers collègues, j'ai résolu le principe de la cybernétique et du radar et de la DCA. Il faut arrêter de raisonner, on voit une cible, on vise et on tire. Il faut raisonner, il faut que 2 objets soient au même endroit, au même moment. Pour cela, il faut que l'un des objets, le missile ou la torpille par exemple, ait des capteurs, même sommaire, c'est-à-dire qu'il perçoit son environnement. Et ça c'est le cœur de la cybernétique, entre les capteurs, derrière les capteurs, une boîte noire, ce qu'on appelle la fameuse boîte noire, c'est-à-dire un système de traitement d'information qui interprète, analyse ce que perçoivent les capteurs. Et un système moteur, des réacteurs, une hélice, que vous voulez derrière, qui va être contrôlé par la boîte noire, de façon à ce qu'à chaque itération, donc on a un principe de feedback et d'itération qui émerge à ce moment-là, à chaque boucle de commande, chaque boucle d'information, le missile perçoit son environnement, est traité et modifie sa direction. Deuxième boucle, évidemment l'avion a bougé, donc réinterprétation, et donc à chaque itération, petit à petit, le missile va se diriger vers sa cible et percuter sa cible.
Voilà, ça c'est la cybernétique. Hein, il va le formuler en algorithme, qu'on appelle les algorithmes de la cybernétique. La cybernétique a été une esquisse de science à son époque, maintenant on parle de systémique, on ne parle plus de cybernétique. Mais là où ça devient drôle, c'est que ce que je viens de vous raconter là, je perçois mon environnement, j'interprète ce que je perçois, je modifie mon comportement, tout le vivant fait ça. C'est-à-dire, la cybernétique ne s'applique pas seulement aux machines et aux systèmes électroniques, elle s'applique à l'ensemble des organismes vivants. Tout ce qui est vivant passe son temps, et alors il rejoint la définition de la conscience par Bergson. Bergson décrit la conscience comme notre capacité à imaginer le futur en fonction de ce que nous connaissons du passé. Et donc je m'aperçois d'ailleurs que mon niveau cybernétique doit être upgradé. Non, parce que j'ai eu un crash et j'étais obligé de tout refaire le No Museum. Et je vois qu'il y a certains panneaux qui ont disparu. Alors c'est pas grave. Est-ce que vous avez bien compris cette histoire? Tout le vivant fait ça. Et c'est à ce moment-là que Wiener fait une extrapolation et dit, en fait, ce n'est pas le prédateur le plus fort qui survit. C'est-à-dire un lion, prenez un lion, par rapport à un humain est beaucoup mieux équipé en termes de système moteur qu'un humain pour survivre. Prenez un dauphin, au niveau des capteurs, le dauphin a carrément un sonar, hein, c'est-à-dire il vous voit en transparence dans l'eau. Ce qui caractérise l'humain, c'est le traitement de l'information. Nous sommes des êtres fragiles. Et nous n'avons a priori que très peu de chances de survie, même depuis l'aube de l'humanité, dans notre environnement. Au niveau physique, nous sommes médiocres. Mais nous compensons notre médiocrité par du traitement de l'information. C'est-à-dire que le cerveau humain, en traitant de l'information individuelle et collective, met en place des stratégies. C'est-à-dire c'est les stratégies collectives qui nous permettent d'assurer notre survie. D'ailleurs, tous ceux qui n'ont pas fait ça sont morts ou ont disparu. N'ont survécu que des groupes humains qui ont mis en place des stratégies collectives. Une autre métaphore que je peux faire, vous prenez un humain sans histoire, dans un sens large, dans la jungle, il est mort. Vous prenez 10 humains avec une histoire, c'est-à-dire une culture, des armes, ce sont les prédateurs les plus dangereux du coin. Ce qui nous caractérise, c'est le traitement de l'information. C'est naissance, à ce moment-là, du paradigme de la société dans laquelle nous sommes, où la notion de traitement de l'information est devenue prépondérante. Et je dis juste un truc, parce que sinon je vais oublier de le dire, et je te file la parole. Et voilà, et la suite du raisonnement de Wiener à l'époque, c'est l'apocalypse des machines, dans lequel nous sommes actuellement. C'est-à-dire que l'extrapolation qu'on peut faire de la cybernétique et qu'on va faire à l'époque, c'est le... Je reviens à la croisée des chemins, parce qu'en fait, ce niveau-là est incomplet. Voilà. C'est le jour où nous fabriquerons une machine capable de traiter de l'information à un niveau supérieur aux humains, nous aurons inventé notre propre prédateur. Nous sommes en plein dedans en ce moment. Juste un mot si tu veux bien, que je te ferai 2 secondes. Tu as prononcé un mot sur lequel je voudrais attirer votre attention, parce que c'est un mot-clé qui permet de fixer, comme tu nous aides énormément déjà, à fixer nos idées. C'est le mot de feedback. En français, rétroaction. Rétroaction. Et la révolution industrielle dans laquelle nous vivons, l'industrie 4.0, etc., c'est ça. C'est les conséquences de ce qui est en train de nous expliquer l'IA, c'est-à-dire le traitement en permanence de l'information qui amène à choisir telle ou telle action plutôt qu'une autre. Ah ben, c'est d'une pertinence absolue. J'adore quand tu interviens, n'hésite pas. Okay. N'hésitez pas d'ailleurs. Hein. Moi, en fait, je vous dis un truc important. J'ai une chance inouïe. C'est que je ne suis pas un scientifique, je suis un artiste. Donc tout ce que je vous dis est sujet à la caution artistique, hein, à la licence artistique. Donc, je ne suis pas en train de vous raconter, même si je parle de science, je n'ai pas fait de thèse sur le sujet, etc., faire un travail scientifique extrêmement élaboré, hein, c'est juste une perception artistique. Donc je vous donne des clés qui ne sont pas forcément les bonnes. Hein, vous pouvez les réinterpréter. Alors, ou les discuter, etc. Alors je reviens maintenant sur Norbert Wiener, parce que l'autre élément très important, voilà, qui est très rigolo, puisque je suis dedans, donc je vais vous l'évoquer,
on est dans l'apocalypse des machines, on est dans la peur de l'apocalypse des machines, et d'ailleurs, vous savez que, par exemple, les IA actuellement, les IA graphiques, hein, avec lesquelles vous jouez certainement, hein, Midjourney, je ne sais plus comment s'appelle l'autre, j'ai oublié son nom, elles sont nées, t'as dit ? Dali, ouais, il y a l'autre aussi. Stable Diffusion, voilà, c'est à celle-là que je pensais. Donc, en fait, vous connaissez l'histoire d'Elon Musk et de Hawking par rapport aux IA. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, en 2012, Hawking, le chercheur, et comment il s'appelle Elon Musk, ont flippé grave sur l'apocalypse des machines. Hein, c'est pour ça qu'Elon Musk n'est pas vraiment un transhumaniste, parce qu'il y a des points sur lesquels il n'adhère pas aux idées transhumanistes, et en particulier là-dessus, il a extrêmement peur de la naissance d'IA militaires prédatrices et dangereuses. Hein, c'est Skynet, hein, dans Terminator. Et pour compenser ça, il a créé une fondation, il a financé une fondation en collaboration avec Peter Thiel. Peter Thiel, c'est le créateur de PayPal. Peter Thiel est un libertarien assumé total. Je ne sais pas si vous voyez tous que ce sont les libertariens. On voit bien à travers Elon Musk en ce moment, mais... Alors, Elon Musk, il est bordélique. On sent qu'il est libertarien, mais il ne va pas le revendiquer. Tu vois ce que je veux dire? Alors son pote, Peter Thiel, c'est clair, c'est écrit, je suis libertarien. Le but, alors c'est un héritage, je vous le résume très très vite, c'est en fait un héritage du capitalisme du 19e siècle, avec une philosophie derrière, un mythe, un mème très puissant, qui est la main invisible de Smith. C'est-à-dire qu'un des premiers théoriciens du capitalisme va formuler l'idée qu'il ne faut pas que les États s'occupent de réguler les marchés. Il faut que les marchés s'autorégulent eux-mêmes, et il y a une espèce de vœu pieux, de croyance que les marchés s'autoréguleront automatiquement de façon vertueuse tant qu'on ne vient pas emmerder les capitalistes qui jouent là-dessus, et on appelle ça la main invisible. Et donc les libertariens, en gros, pour faire simple, défendent cette idée-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'État intervienne dans la gestion capitaliste. C'est des anarcho-capitalistes, hein, des anarchistes capitalistes, même si les deux termes sont en apparence contradictoires, ça existe, et ils s'en revendiquent. Et il faut affranchir, et donc c'est un vrai combat. Ce ne sont pas des gens qui sont juste théoriciens ou qui ont des idées en l'air, hein, ils s'impliquent. Par exemple, on pense que les crypto-monnaies sont nées des stratégies justement des libertariens de s'affranchir des tutelles des États, en particulier au niveau des banques centrales. Ce n'est pas vérifié pour l'instant, parce qu'il y a quand même beaucoup de cypherpunks impliqués dans l'invention des crypto-monnaies qui sont, eux, plutôt à l'opposé, je dirais, des sortes d'anarchistes tout court. Plutôt, on dirait à gauche, mais c'est très compliqué de dire gauche-droite dans ce contexte-là. Et Peter Thiel est donc un libertarien affirmé et assumé. Et donc ils ont financé la création de OpenAI avec plusieurs millions de dollars, en espérant, et c'est là que ça devient très rigolo, alors du coup c'est les artistes qu'on prenne la gueule, hein, c'est l'enfer est pavé de bonnes intentions, comme on dit, en espérant qu'en développant des intelligences artificielles à vocation artistique, on va compenser de façon positive l'émergence d'intelligences artificielles destructrices. Et ça, cet enjeu-là que je suis en train de vous raconter, c'est pas juste un petit délire. Ça m'a beaucoup fait rire quand j'ai été justement au château là-bas, hein, puisque chez les geeks ultra branchés qui jonglent avec les crypto-monnaies et les nouvelles technologies et les IA, etc., il y a un enjeu. Hein. La même chose, je dirais que l'utopie, ça ressemble beaucoup à l'utopie hippie qui a bercé mon enfance. C'est-à-dire qu'il faut militer, travailler actuellement, impliquer les États, agir sur les États pour qu'on développe plutôt des IA positives, vertueuses, que des IA prédatrices guerrières. On est à cette croisée du chemin avec un espoir qu'on va arriver dans la décennie qui vient à mettre au point des vraies intelligences artificielles générales, des AGI, Artificial General Intelligence, donc qui ont des capacités de traitement de l'information égales, sinon supérieures aux humains. Alors, moi, j'y crois pas, personnellement, on pourra en reparler. Mais par contre, c'est intéressant de savoir que cet espoir existe et il y a énormément de gens sur la planète qui travaillent dans cette direction-là. Donc, c'est l'avènement des AGI. Vous êtes en plein dedans, hein, vous aussi. Ça va faire partie de vos enjeux, que ce soit même au niveau du travail, etc. Et donc, l'idée, c'est qu'il faut que les AGI soient vertueuses, soient positives. Par exemple, si vous développez une AGI puissante pour traiter la sécurité sociale, bah, c'est peut-être mieux qu'elle ne soit pas fasciste. Fasciste, ça veut dire faisceau des lois. C'est-à-dire on est hyper rigoreux
rigide sur les lois, hein, c'est le salut fasciste, c'est le salut au faisceau des lois chez les Romains. Donc on va fabriquer des intelligences artificielles ultra rigides qui vont punir tous ceux qui essaient d'entuber la sécurité sociale et autre chose. Il faudrait peut-être mieux les inciter à être bienveillantes, c'est-à-dire à ne pas respecter rigoureusement toutes les règles et de s'adapter à toute la diversité humaine, la complexité humaine. Ça, c'est l'enjeu dans lequel on est très, très concrètement en ce moment. Là, on est dans notre société en train de développer des intelligences artificielles, à part celles qui se font de l'art, et encore, ça se discute, qui sont plutôt fascisantes dans la démarche. Et alors, la chose très rigolote, c'est qu'on a un contre-argument. Un contre-argument à l'apocalypse des machines. Hop, je suis tombé. Je reload. Ah bah, il a reloadé automatiquement. Et j'étais mort de rire quand j'ai découvert cet argument-là. C'est-à-dire, alors le paradoxe, c'est que ça vient des libertariens américains et surtout des transhumanistes américains. Il faut savoir qu'il y a deux courants transhumanistes pour l'instant clairs dans le monde. L'originel, je dirais, qui vient des États-Unis, qui est plutôt issu de la jeune bourgeoisie américaine. La jeune bourgeoisie américaine a un tropisme assez libertarien, c'est-à-dire comme ils sont issus des classes élevées de la société américaine, ils ont plutôt tendance à avoir une vision élitaire, élitiste, des gens riches qui doivent être vertueux et qui doivent aider les pauvres. Hein, c'est une position un peu de domination. Je suis riche, je suis puissant, mais ma part vertueuse, c'est de faire des fondations et de distribuer mon argent pour aider les classes pauvres. La pensée, je dirais, européenne, héritée du communisme et du socialisme, c'est à l'État de prendre en charge les défavorisés. C'est à l'État de protéger les défavorisés. Donc l'opposition entre les deux courants transhumanistes américains et européens, c'est ça. C'est-à-dire que pour les transhumanistes européens, en particulier l'association Technoprog, par exemple, les technologies de longévité doivent être prises en charge par la sécurité sociale. Voilà, c'est simple, alors que pour le transhumaniste américain, bah, si tu es riche, tu vas t'acheter les technologies de longévité, et comme tu vivras plus longtemps, que tu seras plus fort, ton devoir est d'aider les autres. Hein, vous voyez, différentes positions. Alors, je caricature. Mais chez les transhumanistes américains, il y a un courant de pensée que je n'ai pas encore réussi à trouver formalisé clairement, qui est dit comme ça dans les conventions, dans les rencontres, c'est que, alors, être prédateur, là je vous montre, si vous vous y intéressez, je vous montre deux personnages intéressants qui sont Natasha Vita-More et Max More, qui ont sorti un bouquin qui s'appelle The Transhumanist Reader. Je vous conseille, si vous vous intéressez à ce sujet, de lire les textes transhumanistes, de ne pas lire les journalistes ou d'écouter Yadmin raconter des trucs dessus, c'est de revenir aux sources, parce que c'est un vaste bordel. Mais ils ont sorti un bouquin qui s'appelle The Transhumanist Reader, qui résume un peu la pensée transhumaniste. Et surtout, l'une des idées qui circulent dans le milieu transhumaniste, c'est qu'en fait, par rapport à l'apocalypse des machines, être prédateur n'est pas un signe d'intelligence. Si les machines, les AGI, sont plus intelligentes que nous, elles seront forcément bienveillantes et collaboratrices. Ce qui rejoint d'ailleurs un penseur de la science-fiction, c'est-à-dire le premier que j'entends raconter ce genre de choses, qui ressemble à un conte un vœu pieux, c'est Isaac Asimov, hein, le père des robots, comme on dit. Et dans un interview rarissime de la BBC, on le voit parler, là je vais mettre juste un tout petit peu de son un instant. Que la machine devenue plus intelligente que l'homme pourrait aussi devenir plus éthique, ou même meilleure que l'homme. Je vais vous le faire. Mais en gros, Asimov explique qu'on se dirige vers un futur où nous allons avoir des machines avec nous, nous allons être en collaboration avec des machines. Et ces machines, a priori, pourquoi est-ce qu'elles seraient, dans notre imaginaire collectif, forcément en compétition avec nous, comme prédatrices? Est-ce que ces machines ne pourraient pas être collaboratrices et bienveillantes à l'égard de l'humanité? Et en fait, cette idée-là, qui ressemble à un vœu pieux, j'étais mort de rire quand j'ai fini par... Je me suis dit, mais je connais cette idée-là, d'où elle vient? Et elle vient d'un endroit très particulier. Elle émerge chez un disciple de Darwin qui s'appelle Kropotkin. Et Kropotkin est le père du communisme anarchiste. C'est-à-dire Kropotkin est un darwiniste qui travaille sur les animaux en conditions extrêmes en Sibérie. Et il met en évidence dans ses recherches, dans ses études, que les espèces qui ont le plus de chances de survivre et de se perpétuer en conditions extrêmes sont celles qui mettent en place interespèces des processus bienveillants collaboratifs. Même si elles sont prédatrices, elles vont aussi avoir une part de bienveillance et de collaboration. Cette idée que justement la survie de l'espèce ne repose pas sur
la compétition et la prédation, mais plutôt sur la collaboration bienveillante interespèces, est une idée qui a donné naissance au communisme anarchiste. Voilà. Et donc c'est un paradoxe total, j'étais mort de rire de découvrir que les libertariens américains rejoignaient la pensée communiste anarchiste de Kropotkin. Donc ça c'était une aparté, et là je vous fais, alors du coup je vous le fais, combien de temps il me reste? Une demi-heure. Une demi-heure, alors il y a tellement de choses que je pourrais vous faire, parce que je suis dedans, je vais vous le faire. Une des pensées intéressantes, ah oui, ça il faut absolument, on va passer la demi-heure qui est là, et si j'ai le temps, après je vous ferai quand même Velasquez Aristopunk, qui est un truc très rigolo. Dans les penseurs, vous différenciez, alors parce que je suis dans ce secteur-là, je vais aller jusqu'au bout. C'est bon, tu as tout ce qu'il faut. Tu veux de l'eau? J'ai fait tomber quelque chose? Je sais pas. Non, c'est ton téléphone que tu fais tomber à chaque fois, le pauvre. Ça te va, ça, ou tu veux? Ouais, non, ça ira, merci beaucoup. Alors, vous différenciez dans l'histoire du transhumanisme, parce qu'on va de plus en plus en parler, là, du transhumanisme et de la singularité. Un des penseurs du transhumanisme, mais ce n'est pas un penseur du transhumanisme, c'est Raymond Kurzweil. Raymond Kurzweil a été engagé par Google pour s'occuper de la prospective à long terme de Google. Et on dit que Raymond Kurzweil, qui est l'inventeur des pianos Kurzweil et qui est aussi un génie de l'informatique, qu'il est le pape de la singularité. Alors qu'est-ce que c'est la singularité? Est-ce que vous savez ce que c'est la loi de Moore? C'est important la loi de Moore. De toute façon, il faut que je vous le fasse ça aussi. Vas-y, dis-nous ce qu'est la loi de Moore. Le nombre de transducteurs par microprocesseur doit augmenter de manière exponentielle chaque année. Bravo. Alors là, tu fais la loi de Moore littérale, et tu as complètement raison. Donc, quelqu'un a quelque chose à rajouter sur la loi de Moore? Non? Oui? Alors, je vous explique la loi de Moore. De manière peut-être un peu grossièrement simple, mais c'est la capacité de traitement de l'information des transistors, des puces, double toutes les secondes. En tout cas, augmente de façon exponentielle depuis. Bravo. Alors voilà, c'est ça à l'origine. À l'origine, la loi de Moore, en fait, c'est Moore. Alors c'est important de savoir qui est Moore. Moore, c'est un des trois fondateurs d'Intel. Hein. Et donc il y a 60 ans, Moore fait, alors c'est pas une loi, c'est une intuition, il a une espèce de vision comme ça, et il va le formuler d'abord en termes physiques, ce qu'on vient de dire actuellement, c'est-à-dire qu'on va tous les X mois, alors comme c'est pas une loi, en fait le chiffre est variable, c'est tous les 17 mois ou tous les 15 mois, hein, en général qu'on retrouve comme durée, on va doubler le nombre de processeurs sur les puces ou le nombre de puces sur les processeurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les X mois, les machines, les processeurs vont doubler de capacité de traitement de l'information. On ne parle plus de la loi de Moore maintenant en termes physiques. C'est-à-dire ça fait longtemps qu'on s'est décorrélé de cette idée d'un support physique avec des puces, le nombre de puces qu'on met dessus. On dit tous les X mois, 15 à 17 mois, les machines vont doubler de capacité de traitement de l'information. Et en fait, la chose incroyable, c'est que depuis 60 ans, ça s'avère vrai. Alors là, on se dit, oh putain, Moore, quel prophète! Il a eu une intuition absolument extraordinaire, etc. Sauf que Moore, c'est pas un cyberpunk comme Yan Min. Moore, c'est un des directeurs d'Intel. Donc quand un des directeurs d'Intel fait une prophétie, en fait, ce qui se passe depuis 60 ans, c'est que toute l'industrie informatique essaie de respecter la loi de Moore, hein, quitte à tricher de temps en temps, c'est-à-dire que quand les processeurs n'ont pas physiquement doublé de capacité de l'information, on va multiplier le nombre de processeurs dans les machines. C'est ce que vous dites, c'est surtout maintenant un argument marketing que les industriels se sont fixés pour un peu se légitimer devant le consommateur. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, c'est la dernière génération de conducteurs qui s'appelle Ada Lovelace, qui est aussi surnommée par les techs Moore is dead. Parce qu'ils n'ont pas réussi à le faire. Absolument. Alors, la question de la Moore Law, c'est que régulièrement on enterre la loi de Moore parce que physiquement ça ne marche plus. C'est-à-dire que tu n'as plus le rapport entre nombre de puces, taille du processeur, etc. Mais par contre, ce que j'expliquais, c'est que de toute façon, ils trichent. C'est-à-dire qu'ils vont, de toute façon, pour que vos machines donnent l'impression qu'elles doublent de capacité de traitement de l'information, on va multiplier le nombre de processeurs à l'intérieur, hein, même si les processeurs eux-mêmes ne sont pas doublés. Cette loi de Moore est devenue très importante, parce que comme tu l'expliquais,
c'est devenu un milestone. C'est-à-dire, ça permet, si on respecte la loi de Moore, ça permet aux entreprises, aux centres de recherche, de pouvoir extrapoler leur capacité de traitement de l'information dans les 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. C'est pas rien. Hein, c'est-à-dire que quand vous commencez à faire de la logistique à très long terme, vous savez que si votre machine n'est pas capable de traiter cette quantité-là d'informations dans le temps T, dans 5 ans, elle est censée arriver à... Et on a une estimation qui est donnée par la loi de Moore. La loi de Moore a été controversée par la loi de, comment il s'appelle déjà, j'ai oublié, de Wirth, qui est intéressante. C'est-à-dire qu'en même temps que vous voyez vos machines multiplier leur capacité, leur rapidité, leur vitesse de traitement de l'information, les logiciels deviennent de plus en plus lourds et de plus plus en plus complexes. Donc ça ralentit, hein, ça bouffe de la place dans les processeurs, ça bouffe du temps de calcul, etc. Donc ça compense cette accélération. Mais surtout, ce qui est important à savoir, c'est que la loi de Moore va générer d'autres fantasmes. Et alors c'est là que ça devient génial. C'est que Kurzweil fait une extrapolation de la loi de Moore et dit, en gros, d'ici à 2030-2040. Donc c'est vous que ça concerne. Moi, je serai peut-être mort d'ici là. Hein. Vous allez être en plein dans la singularité. En gros, au début, il disait 2050, mais il est revenu en arrière. Donc ça, a priori, ça va se passer entre 2040, autour de 2040. L'extrapolation de la singularité, c'est qu'on a 3 vecteurs qui avancent en parallèle. D'un côté, on a la génétique et la médecine qui augmentent en capacité de réalisation, de traitement, de découverte, et on va sans doute résoudre l'apoptose des cellules d'ici une dizaine d'années. L'apoptose, c'est la mort programmée des cellules. C'est-à-dire, vous savez que vous ne pourrez pas, là pour l'instant, si on ne résout pas ce problème-là, 150 ans, c'est la date limite de péremption absolue et totale des humains. C'est-à-dire que, de toute façon, vos cellules vont s'autodétruire à 150 ans dans tous les cas. On appelle ça l'apoptose. Mais on commence à avoir des pistes pour résoudre ce problème-là. Plus, évidemment, les progrès en génétique que vous connaissez tous. 2, la filière de la nanotechnologie. La nanotechnologie va aller en augmentation exponentielle et on va s'injecter des nanorobots, des nanotechnologies dans le corps pour nous aider à survivre, ce que nous faisons d'ailleurs très concrètement. Et le dernier élément, qui est celui qui tue, les machines vont arriver à un moment de développement où elles seront capables de traiter de l'information à un niveau supérieur aux humains, et surtout qu'il ne faut pas oublier, c'est l'autre postulat, et elles seront capables de se dupliquer elles-mêmes en plus perfectionnées. Alors à partir de ce moment-là, ça part en live total. Vous imaginez la chaîne de fabrication de robots, ils fabriquent une deuxième chaîne de fabrication plus optimisée, une troisième encore plus optimisée, et ainsi de suite, et là, on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Et c'est ce que Kurzweil appelle la singularité. Il s'inspire d'un romancier de science-fiction qui s'appelle Werner Wilms. Et donc, il prédit autour de 2030-2040, va y avoir, vous faites partie des générations dont certains parmi vous vont certainement avoir accès à une extrême longévité. Vous pouvez déjà commencer à raisonner vos investissements, etc. Il ne faut plus raisonner, vous allez mourir à 120 ans, 110 ans, 80 ans, mais il y a des chances que vous arriviez à survivre jusqu'à 250 ans, par exemple, ce qui change un peu la relation au monde. Et puis, surtout, vous allez être assisté par des intelligences artificielles extrêmement performantes, collaboratrices, bienveillantes, qui vont démultiplier par X vos capacités de traitement de l'information. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la singularité. Quand ça va arriver, parce que c'est un phénomène de convergence, la courbe est en train de... On est en plein dedans, là, on est dans la partie ascendante de la courbe de la loi de Moore, adaptée à la singularité. On ne peut pas imaginer ce qui va se passer après. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la singularité technologique. Alors, la partie que je voulais vous faire, parce que moi, elle m'a éclaté total, je suis très sceptique, moi personnellement, sur les AGI. L'avènement parce que pour l'instant, elles sont très cons, les machines. Intelligence artificielle générale. Voilà. Gros. Alors, j'espère que c'est pas trop relou que je vous mette plein de trucs sur le Teams en cours. Enfin, dites-moi. Je vous mets en copie pour que vous voyez, mais peut-être ça fait plus. Mais donc, intelligence artificielle générale, gros débat, il y en aura-t-il une ou pas, il y a des controverses là-dessus. Oui. Et voilà. Vous voulez dire quelque chose? Pourquoi est-ce que vous pensez que ça va pas arriver? Alors, je ne vais pas te le dire, en fait, c'est parce que en fait, j'ai des capacités cognitives très spéciales où je peux me projeter dans le futur. Donc, j'étais dans le futur et j'ai constaté que non, je déconne. J'en sais rien du tout. En fait, c'est une spéculation personnelle. J'ai des raisons assez élaborées. En fait, je fais référence à 3 éléments, qui est la versatilité, la flexibilité et l'auto-adaptivité, qui équipent tout ce qui est vivant et qui n'équipent pour l'instant aucune machine.
Mais j'y reviendrai. Je voudrais juste terminer, parce que ça aussi c'est un sujet de ouf total. Et il y a un truc qui m'a éclaté chez Kurzweil, c'est par contre il va faire une extrapolation inverse. Il va se dire, mais si depuis 60 ans, on a un processus de doublement de l'information, une accélération du traitement de l'information dans notre histoire, que s'est-il passé avant? Et là, il va faire une courbe logarithmique inversée, alors qui est très peu connue. Ce que je vais vous montrer, en fait, je me suis rendu compte que j'étais un des rares à avoir fait l'effort de lire les bouquins. Et du coup, je suis au courant de ce truc-là, qui, là, du coup, m'a quand même grave éclaté quand je l'ai découvert. Là, par contre, ça, je me suis dit, oula, et là, il a trouvé un truc. Alors là, vous le voyez même, mais en fait, en gros, je vous explique que c'est une courbe logarithmique inversée. Il va revenir à moins un siècle, moins 1000 ans, moins 10 000 ans, moins 100 000 ans, moins millions d'années, moins 10 millions d'années, etc., jusqu'à remonter, hein, vous voyez, de 0 en 0, de remonter jusqu'à l'apparition de la Voie lactée. Et à partir de là, il met les éléments principaux de l'évolution du vivant. Donc on a l'apparition de la Voie lactée, ça on s'en fout, mais on a l'apparition de la vie sur Terre. Apparition des premiers eucaryotes, les premiers organismes multicellulaires. Alors vous voyez que c'est une courbe logarithmique. Hein, donc on passe de milliards d'années en millions d'années, en milliers d'années, et ainsi de suite. L'explosion du Cambrien, etc. Et vous avez tous les moments clés de l'évolution du vivant. Et là, il met en évidence, même si ce n'est pas parfait, qu'il y a une évolution, comment on va dire, un doublement de la complexité informationnelle au niveau du vivant depuis l'aube du vivant. Si c'était vraiment hasardeux, vous n'auriez pas, même si ça a l'air chaotique, vous pourriez avoir 1 milliard d'années entre deux étapes, et puis seulement 1000 ans, puis ensuite 500 ans, et ainsi de suite. On a une progression régulière. Alors déjà, ça fait péter les plombs à tous les singulatariens américains de la côte ouest richissimes, parce que c'est assez génial, parce qu'avec ça, on vous explique que dans 30 ans, là, dans 20 ans, il va forcément se passer quelque chose, puisque c'est un processus d'expansion informationnelle qui a commencé à l'aube de la vie sur Terre. Et j'ai été un peu plus loin, c'est-à-dire qu'en fait, je me suis dit, essayons d'explorer cette piste-là, et je l'ai transposée. Ah oui, il y a un autre truc très important qu'il faut que je vous montre aussi, qui est essentiel avant de vous faire... on ne va pas faire Velázquez, c'est pas grave, il est sur Internet. Il reste un bon quart d'heure. Ouais, mais justement, là, il faut absolument que je termine, là, puisque je me suis engagé dans cette voie-là. Il faut que je la termine. Et là, au bout, j'ai transposé en topographie le canonical milestone de Kurzweil. Donc là, je suis au niveau de la Voie lactée, et création de la Voie lactée, et j'arrive à l'apparition de la vie sur Terre. Donc là, il y a un bouquin que je vous conseille de lire, qui est absolument génial, qui n'est pas du Lianmin, c'est écrit par des vrais scientifiques purs et durs, hein, des scientifiques français de très haut niveau, qui s'appelle Le fil de la vie. Le fil de la vie, qui est édité aux éditions Nick Jacob. En gros, ce sont des chercheurs qui travaillent toujours sur la notion d'information. La vie, c'est de l'information. Hein, le principe, c'est que la vie, c'est de l'information. Si vous regardez ce qui est vivant, alors moi j'avais une autre formule avant, je disais la vie n'existe pas, c'est de la matière informée, ce qui est une sorte d'aphorisme provocateur. En gros, la vie n'existe pas en tant que matérialité. Si vous essayez de formaliser ce qu'est le vivant, vous apercevez que c'est un processus informationnel qui se sert de la matière, c'est-à-dire qui instrumentalise la matière au niveau des molécules et des cellules pour transmettre un message informationnel, une structure informationnelle immatérielle, qui est le code génétique, hein, qui permet de générer de nouveaux individus, de nouveaux organismes, qui eux-mêmes disparaissent parce qu'il y a une obsolescence de la matière qu'on appelle l'entropie. Et donc la vie est quelque chose qui surfe sur l'entropie universelle, c'est la seule chose qui va à l'encontre, alors ça maintenant c'est pas une intuition, on le sait, c'est la seule chose qui va à l'encontre de la seconde loi de la thermodynamique, de ce qu'on appelle l'entropie. L'univers tend à se stabiliser énergétiquement, tout tend à se stabiliser, sauf une seule chose, la vie. La vie fait le contraire, elle part du microcosme pour aller au macrocosme en se complexifiant et en s'expansant. Ce phénomène-là a un nom, ça s'appelle la négantropie, en fait, qui a été formulé dans sa façon la plus intéressante, non pas par Shannon, mais plutôt par Norbert Wiener et Schrödinger. Alors, j'ai transposé en topographie, vous voyez, ici,
Je remonte les premières cellules, j'arrive aux premiers organismes multicellulaires, et j'ai reporté le canonical milestone sur une topographie, et ça marche pas mal. C'est-à-dire que petit à petit, j'ai bien une espèce de doublement de la complexité des organismes et de l'espace du traitement de l'information au niveau biologique. Et j'arrive à un moment, et donc je remonte. Après, j'ai arrêté parce qu'il y a une accélération. Évidemment, je ne peux plus mettre tous les événements les uns derrière les autres. D'ailleurs, c'est très dur parce que comme j'ai ce lag dans l'écran, ça, c'est impossible de piloter un truc en temps décalé. Mais j'avance. Normalement, ce truc-là devait nous sauver par rapport à ça. Oui, bon, écoute, je ne sais pas. Mais c'est pas grave, il suffit juste que je regarde mon écran et là, du coup, je suis plus perdu. Et j'arrive jusqu'à un moment important dans notre histoire de l'humanité, qui est la période des cavernes. Alors la période des cavernes, je vous fais juste une aparté, parce que là, pareil, ça pourrait durer extrêmement longtemps. On arrive à peu près à moins 30 000 ans, je suis dans la période des cavernes, et on voit émerger l'humain sans tour d'information. C'est un moment important dans notre histoire, à travers les peintures rupestres. Là, j'ai mis la femme de Cro-Magnon, un peu pour changer. À travers les peintures rupestres, on s'aperçoit que l'humanité commence à s'entourer d'informations. Hein, c'est les peintures rupestres. Et cet espace informationnel va être nommé de façon mystique par un prêtre religieux, par un prêtre, de toute façon c'est forcément un religieux, un prêtre jésuite, qui est Théard de Chardin, un peu après-guerre. Il va appeler ça le moment où l'humanité s'entoure d'informations, il appelle ça la noogénèse, c'est-à-dire l'émergence du noos, d'une entité informationnelle mystique. Et lorsque les humains se connectent, les tribus humaines se connectent, ça va générer ce qu'il appelle la noosphère, c'est-à-dire une sphère du noos qui contient à la fois le cyberespace, c'est-à-dire la parole, les librairies, les bibliothèques, les champs, etc., et l'espace métaphysique, informationnel de la spiritualité. Il rejoindra paradoxalement l'idée de même de Richard Dawkins. On reviendra, si on a un peu de temps, sur Richard Dawkins et le même. Richard Dawkins est un anti-religieux radical et anti-créationniste radical, un chercheur anglais, travaille sur la génétique, mais c'est lui qui invente le mot « même ». Et pour Richard Dawkins, je vous le fais très simple, pour Richard Dawkins, un même, c'est pas comme souvent vous le pensez, une espèce de légende urbaine ou un fake news, c'est les idées et les concepts sont des entités vivantes qui se servent de nous pour se propager et se reproduire. Alors tous les artistes, vous êtes tous des créateurs de mèmes, des générateurs de mèmes. Votre métier, votre boulot, c'est de capter des mèmes, de les interpréter et de les régurgiter. Et lorsque vous faites fort, vous fabriquez un mème qui va se répandre comme un virus mental sur toute la planète. Ça peut être un tube, ça peut être une image extraordinaire, etc. Et vous avez le créateur... 2 secondes là-dessus pour une petite chose, toute petite chose. Oui. Ça rejoint les conseils de méthode que je vous donne quand vous faites vos présentations. C'est une idée, une image, un mot-clé. Voilà. Et sinon, on s'en souvient pas. Non, excuse-moi, je rabaisse le... N'hésite pas, n'hésite pas. N'hésite pas. 2 personnes qui ont anticipé les mêmes, c'est Philippe Cadic dans Siva, je ne vais pas m'attarder sur les plasmes de Philippe Cadic, et Neil Stephenson dans le roman qui va inspirer le mot métavers. Le mot métavers apparaît dans le roman de Neil Stephenson qui s'appelle Le Samouraï virtuel ou Snow Crash, et aussi l'idée de l'information, des idées, des concepts comme entité vivante à travers le concept de Namshub. Et je vais terminer pour vous montrer le futur, parce que ça, je ne peux pas le zapper. Bon, ça, c'est un mème très puissant, c'est l'Arche de Noé, qui n'est pas l'Arche de Noé, qui est l'Arche d'Atrahasis. C'est un des mèmes les plus puissants de notre histoire. Si on a un peu de temps, j'y reviendrai aussi. Je saute et je vais aller vers le futur. Tout au bout, je vais aller vers le futur. Le futur, il est là, c'est cette pièce dans laquelle j'ai représenté une vision que j'ai eue il y a très très longtemps, d'un système haptique d'immersion avec des petits bras qui vous palpent. Ah oui, je ne vous ai pas fait le cybersexe, du coup. Bon, c'est pas grave. Et je ne vous ai pas fait ni le cybersexe et je ne vous ai pas passé les images augmentées, parce que j'avais apporté un stock d'images augmentées. Bon, c'est pas grave, on va aller là. Et donc, j'imagine un futur où on est dans des espèces de fauteuils qui nous font plein de stimulations physiques synchrones avec le monde virtuel. Et surtout, là, regardez ce que j'ai fait. Bon, j'ai un petit bug dans le changement de caméra. Je vais redémarrer. Je suis au volant d'une voiture. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est un data vis, c'est-à-dire une visualisation de data de scalarité. C'est-à-dire que l'esprit a beaucoup de difficultés à formaliser, à visualiser les très très grandes dimensions.
hein, entre l'infiniment petit et l'infiniment grand, etc. Et l'informatique, les métavers, comme vous venez de le voir à travers cette démonstration, peuvent être des outils qui permettent de formaliser mentalement des choses difficiles à formaliser. Alors regardez, là, je vais démarrer et, avec ma petite voiture. Et je suis à... Le point de départ, c'est le Paléolithique, moins 130 000 ans. Hein, je démarre au Paléolithique à moins 130 000 ans. Nous sommes 0,5 million d'humains sur Terre. C'est que dalle, c'est une ville. Il y a 0,5 million d'humains sur la planète. Et là, je remonte, moins 130 000 ans, donc je vais remonter de 30 000 ans en 30 000 ans, là, le truc vert à droite, c'est 30 000 ans, et je remonte l'histoire de l'humanité. Alors j'ai pris une voiture parce que c'est long, hein, c'est de remonter de moins 130 000 ans, vous imaginez, ça prend du temps, ça a pris 130 000 ans, hein, donc là on va quand même accélérer. Alors je ne vais pas trop vite parce que ma voiture est mal configurée, elle peut se cracher assez rapidement. Donc voilà, j'avance, et là j'arrive à mi-parcours. Mi-parcours, c'est entre moins 50 000 et moins 30 000. Hein. Ici, voilà, c'est l'apparition que l'on a vue tout à l'heure, c'est-à-dire les peintures rupestres, le moment où l'humanité commence à s'entourer d'images. Nous sommes 1 million d'humains sur la planète. Nous ne sommes qu'1 million. Hein. Quand vous réalisez ce que ça veut dire 1 million, les mecs qui ont peint les peintures rupestres, ben, ils n'étaient pas nombreux. Hein. Il n'y en avait pas beaucoup éparpillés sur l'immensité qu'était la planète. Hein. C'était des petits villages, des petites communautés, avec leurs maisons, leurs tentes, etc. Et alors je continue. Je continue de remonter l'histoire de l'humanité. Je vais arriver à proximité de la Vénus de Willendorf. Je l'ai mise là de façon purement pour le fun, parce que je l'aime bien, la Vénus de Willendorf. Et puis j'avance, hein, j'avance encore. Regardez, j'avance encore. Moins 11 000. Alors on doit être pareil, toujours, on doit être 1 million d'humains sur la planète. Et là j'arrive, je commence à rapprocher du monde moderne. Donc là, nous sommes 10 millions. Moins de 10 000 ans, hein, on a 10 millions d'humains sur Terre. C'est l'époque des mégalithes, c'est les dolmens en Bretagne, hein, les menhirs. Les premières cités, hein, on est toujours 10 millions, moins 5 000, on est 20 millions, on vient de passer à 20 millions à moins 5 000. Là, tiens, le premier pantalon, je vous l'ai mis, moins 3 500. Un des premiers vestiges de pantalon en sergé. De cavalier, pantalon de cavalier. Les premiers textes écrits, très importants, c'est-à-dire l'humanité commence à écrire, à communiquer horizontalement avec un outil d'une puissance phénoménale, le premier grand générateur après les religions de métavers, qui est l'écriture. Et là, alors là, à partir de l'écriture, ça part en live total. Donc les temples grecs, ah merde, c'est effondré, voilà, les temples grecs, et là, regardez, j'arrive en 400, nous sommes 200 millions, 400, ça vous paraît il y a longtemps, mais c'est tout petit. 2012, 17 milliards, 7 milliards d'habitants, 2050, 9 milliards. C'est-à-dire que si je regarde dans cet axe-là, je crois que c'est celui-là, non, voilà, c'est vertigineux. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un processus actuellement sur la planète. Hein, le problème qu'on a, ce n'est pas le capitalisme, il joue un rôle, le capitalisme, là-dedans. Le problème fondamental qu'on a, c'est qu'on a une augmentation exponentielle du nombre d'humains sur la planète en quelques décennies. C'est-à-dire que comme nous n'avons pas conscience du siècle précédent, des 3 siècles précédents, pour nous, c'est une abstraction. Vous avez vu à quelle vitesse, dans l'évolution de l'humanité, nous en sommes arrivés à ce futur de 9 milliards d'habitants. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, comment avons-nous pu, je vais revenir juste au niveau futur, comment avons-nous pu empiler des milliards de gens dans des cités médiocres en banlieue des grandes villes? C'est-à-dire, ce qu'on sait actuellement, c'est que les 2 tiers de l'humanité à venir vont être concentrés dans les grandes cités. On a des phénomènes de convergence concentrationnaire qu'on ne peut pas résoudre, où l'ensemble des populations se dirigent vers les grandes cités. On sait que les 2 tiers de la population future va être autour de Paris, autour de Lyon, autour des grandes mégapoles. Comment a-t-on pu faire en sorte que les gens ne pètent pas les plombs et ne déclenchent pas de révolution générale au XXe siècle, alors qu'on les empilait dans des environnements médiocres? Il y a une réponse simple. Je vous la donne. Alors, on va aller vite. C'est la télévision. C'est-à-dire la télévision a permis... Alors c'est un aphorisme de Marshall McLuhan. Je ne vous ai pas fait Marshall McLuhan parce que tout à l'heure tu as évoqué un truc, je vous le dis juste en passant parce que c'est dans ma tête.
Marshall McLuhan, c'est celui qui travaille sur les outils. Qu'est-ce que c'est un outil? Un outil, c'est une amplification d'une fonction physique. Les réseaux sociaux numériques, alors l'automobile est une amplification des jambes, l'appareil photo est un amplificateur de la mémoire, les réseaux sociaux numériques sont des amplificateurs existentiels. Et une fois que vous avez la clé, vous comprenez comment fonctionne ce système-là. Alors donc je reviens, McLuhan, c'est l'idée de McLuhan, c'est le message chez le médium, c'est-à-dire qu'en fait la télévision a permis d'ouvrir, et alors ça a une influence énorme, hein, c'est la messe du 20h, quand vous réalisez ce qu'est la télévision, c'est une petite fenêtre qui a été ouverte sur le monde, qui a permis aux gens, massivement sur toute la planète, de s'affranchir de la médiocrité de leurs environnements urbains, en s'évadant dans un cyberespace. Donc après l'invention de la perspective, c'est le second, enfin pas le second, il y a eu d'autres cyberespaces avant, mais on a, je dirais, après la perspective, c'est la télévision qui a ouvert un cyberespace gigantesque, qui a permis aux gens de s'évader. Et je termine, et je te file la parole. À votre avis, quel est le futur? C'est-à-dire après la télévision? Est-ce que quelqu'un a la réponse? Eh bien, c'est la VR, c'est les métavers. C'est-à-dire qu'actuellement, vous n'allez pas réussir, on se dirige vers un futur concentrationnaire où nous allons tous être cloîtrés. Hein, vous regardez tout ce qui se passe actuellement pour des raisons écologiques et énergétiques, il faut que les humains arrêtent de s'éparpiller sur la planète et de circuler sur la planète. Tout converge dans cette direction-là, à tous les niveaux, dans toutes les grandes nations industrialisées. Comment allons-nous faire pour que les gens ne pètent pas les plombs dans leurs grandes cités futures, que ce soit Paris, New York, toutes les mégapoles existants ou à venir? Eh bien, nous allons inventer une nouvelle télévision, beaucoup plus performante, beaucoup plus puissante, c'est ce que nous sommes en train de développer, qui va permettre aux gens de s'évader dans le cyberespace, hein, dans les métavers. Et donc l'enjeu dans lequel vous êtes actuellement, c'est la construction des futurs métavers qui doivent être, parce que s'ils ne sont pas à la hauteur, eh ben les gens vont péter les plombs et faire la révolution. Alors après, il faut choisir, ça peut être intéressant. Hein. Est-ce que je vais être un collabo et je vais contribuer à la création de super métavers qui vont permettre aux gens de s'évader dans la virtualité pour supporter la promiscuité des grandes cités? Ou est-ce que je vais, comme dit Wiener, il ne faut pas inventer un truc qui va amener la fin de l'humanité. Donc est-ce que ça ne serait pas mieux justement de ne pas développer les métavers, etc., que les gens déclenchent la révolution? Alors le problème des révolutions, c'est que c'est toujours assez sanguinaire. Et je termine juste parce que voilà, le dernier point quand même qui est important dans ce futur, c'est heureusement c'est provisoire. Heureusement, c'est provisoire, c'est-à-dire cet état dans lequel vous allez être, hein, ce futur dans lequel vous êtes en train de vous retrouver catapulté, ne va pas durer longtemps. Enfin, si, il va durer longtemps, mais pas si longtemps qu'imagine. Donc là, je prends l'arche de Noé, un des mêmes les plus puissants. L'arche de Noé, c'est une programmation mentale, c'est une entité qui nous incite. Alors, je vous montre la fin et je termine là. Je passe dans ce niveau-là et je vous montre le futur proche. C'est les grands vaisseaux O'Neill. C'est rigolo parce que Bezos et... comment il s'appelle l'autre, là, les deux, hein, Musk, voilà. Et Elon Musk. Voilà. Bezos et Musk, tous les deux ont dit qu'ils allaient commencer la construction de vaisseaux O'Neill. Alors les vaisseaux O'Neill, c'est ces gigantesques nefs stellaires, hein, qui tournent sur elles-mêmes et qui vont permettre à l'humanité de quitter la Terre pour aller conquérir l'espace, mais massivement. Là, c'est trop tôt, c'est-à-dire qu'il n'y a que les multimilliardaires qui vont à peine réussir à aller sur Mars, mais on est en route. C'est d'ailleurs le même de l'arche de Noé, c'est l'idée qu'on va sauver la vie. En fait, c'est tout simplement la continuité du processus nécrantropique d'expansion du vivant. La vie est arrivée à une frontière qui est l'espace. Elle ne peut plus quitter le piège qu'est la Terre. La Terre est un piège. Dans moins d'1 milliard d'années, 900 millions d'années, l'état du Soleil fait qu'il n'y a plus de vie possible dans le système solaire. Donc si, dans son processus d'expansion nécrantropique, la vie n'a pas quitté le système solaire, elle est foutue. Et la vie est peut-être une singularité. Du coup, quel est le seul organisme sur la planète qui a la capacité de nous affranchir de la pesanteur terrestre? Eh bien, ce sont les humains. Et nous avons déjà commencé la fameuse panspermie galactique, c'est-à-dire nous avons déjà commencé à balancer de la vie dans le vide stellaire
pour que la vie puisse continuer sa propagation. Et nous, vous, tous, là, on ne partira, je pense, dans les grands vaisseaux stellaires que d'ici un siècle. C'est-à-dire, pour l'instant, pour que l'humanité commence la grande migration, il va s'écouler un siècle. Et le film que je vous conseille qui raconte ça, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace. Vous voyez, le vaisseau mère de 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est un grand spermatozoïde, par Kubrick. Il a joué sur une métaphore subliminale. Je ne vous ai pas fait les métaphores subliminales non plus. Et vous me dites, non mais là, Yann, tu pars en live. Le spermatozoïde, c'est toi qui l'interprètes. Sauf que la fin de 2001, quand même, c'est une fin totalement surréaliste. C'est un gigantesque bébé qui grandit dans l'univers. C'est complètement surréaliste et absurde. C'est-à-dire qu'on a un bébé à la fin du film, quand même, qui est un film super rationnel, super carré au niveau scientifique. Tout d'un coup, part en live à la fin et on a un bébé qui grandit dans l'univers. Donc c'est bien une métaphore de l'ensemencement du vivant dans l'espace. Voilà. Et j'ai terminé là. Merci. Merci. Merci en tout cas pour votre attention. C'était un vrai plaisir. Merci. Quelqu'un voulait... Ah oui, tu avais une question, excuse-moi, je t'ai zappé. Merci beaucoup. Du coup, vous avez répondu à ma première question sur cette fin. Du coup, ma deuxième question, c'était à ce jour, quel type de métavers avez-vous créé, pour qui et combien? Ah, alors j'en ai fait... alors, justement, le terme de métavers est un terme très ambigu. Donc il faudrait déjà le définir. Donc pour moi, un métavers, il y a une économie, c'est un espace virtuel, c'est un monde virtuel dans lequel il y a une économie, dans lequel tu te déplaces avec des avatars à la troisième personne que tu peux personnaliser. Tu peux construire, tu peux fabriquer des choses à l'intérieur pour toi, de façon personnelle. C'est un MMORPG, c'est-à-dire qu'il est persistant. Donc on éteint l'ordinateur, l'univers continue. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Il est ou pas forcément, il n'est pas forcément en VR, il peut ne pas être en VR. Et puis, c'est un réseau social. C'est un réseau social avec des interactions sociales. Donc en gros, le premier métavers que je vais fabriquer, c'est un hack de, comment il s'appelle, Unreal Tournament, qui est un shoot'em up, un FPS, mais ce n'est pas vraiment un métavers, puisque justement, tu éteins l'ordinateur, le monde disparaît, il reprend à zéro. Ensuite, là où je vais vraiment faire un métavers, c'est quand je vais commencer à transposer mon Novo Museum, non plus de Unreal Tournament, mais dans Second Life. Donc Second Life, c'est vraiment, à quelques exceptions près, le premier vrai métaverse que l'humanité va développer, qui fonctionne toujours, et qui contient tous les éléments de base de fonctionnement d'un métaverse, auquel d'ailleurs, pour l'instant, il n'y a aucun métaverse qui arrive à s'aligner. C'est-à-dire qu'il leur manque tous une des dimensions que collecte Second Life, en particulier le cybersex. Comme on n'a pas abordé le sujet, je ne vais pas le développer. Et le troisième, c'est celui-là, mais ce n'est pas un vrai métaverse, dans le sens que c'est comme un FPS. Pour l'instant, je n'ai pas développé, parce que c'est un peu encore galère, et j'attends que ça devienne un peu plus facile, la possibilité de s'y connecter en multiplayer, tu vois, en MMORPG. C'est-à-dire, je pense que Unity, comme Unreal, dans les 5 ans à venir, 4-5 ans, vont te mettre en place des moteurs pour créer facilement du métavers. Et du coup, sur les trois, celui dans lequel il y a plus d'utilisateurs, c'est Second Life. Sur les trois que vous avez... Ah, non, c'est compliqué. Alors oui, bien sûr, d'utilisateurs collaboratifs et en commun, effectivement, ce métavers me permettait de faire des conférences, comme on vient de faire là, mais avec en plus les avatars qui m'accompagnent. Par contre, là, dans le cours, je ne vous l'ai pas fait, du coup, j'exploite un processus qui s'appelle l'Ars Memorativa, et en fait, j'aurais dû vous le faire déjà dès le début du cours. J'ai le Novo Museum, vous pouvez le télécharger, donc le Novo Museum, sur nos pédagogies, vous tapez nos pédagogies, soit je vous le file sur une clé USB ou sur un disque dur que j'ai là actuellement pour ceux qui sont sur Mac dernière génération, Mac Silicon. Pour ceux qui le veulent, on peut prendre quelques minutes peut-être dehors pour que je vous file les fichiers pour ceux qui le veulent. Et normalement, quand je donne mes cours, c'est vrai que j'ai été un peu rapide et du coup je ne voulais pas distribuer, je distribue le Novo Museum. Et en fait, vous m'accompagnez de façon virtuelle. C'est-à-dire qu'au lieu de me regarder à travers l'écran, merde, je suis con, j'ai complètement oublié de faire ça en début de cours, vous l'installez sur vos machines et vous vous baladez avec moi à l'intérieur du monde virtuel.
Ça, c'est au niveau pédagogique, c'est puissance 10 000. C'est-à-dire qu'en fait, je le vois dans les grandes écoles où je donne cours, le fait que vous vous promeniez, donc c'est ça la force par rapport à PowerPoint. PowerPoint, vous avez fait comme on fait là. Vous avez juste regardé le monde. Si vous m'aviez accompagné à l'intérieur du monde virtuel, vous agissez. C'est-à-dire le corps rentre dans la boucle de commande. Et vous manipulez la caméra et vous vous déplacez dans le monde virtuel. Même si nous ne partageons pas en synchrone le même espace, le simple fait que vous vous déplaciez, vous agissiez avec les mains, vous faites rentrer le corps dans la boucle de commande, le corps, c'est comme la VR, c'est le subconscient. Alors juste, je vous l'explique aussi parce que c'est important à comprendre. Que fait la VR? La VR synchronise le système vestibulaire avec la vision. Résultat, quand vous bougez là dans le monde, votre corps ne bouge pas. Donc immédiatement, vos subconscients savent que c'est faux. Par contre, si vous êtes en VR et que vous bougez dans le monde, votre système vestibulaire est synchrone. Du coup, le subconscient, qui est le corps, qui est le sens de l'équilibre, le perçoit comme vrai. Donc vous savez que vous êtes dans un monde virtuel, mais votre subconscient perçoit la relation comme vraie. Résultat, les gens ont le vertige. Vous marchez au-dessus du vide en VR, vous avez le vertige. Pourquoi? Parce que pour le subconscient, c'est perçu comme vrai. Alors vous imaginez évidemment tous les investisseurs capitalistes, le plan d'enfer de la mort qui tue avec la VR. C'est-à-dire qu'on communique direct avec le subconscient des utilisateurs. Lorsque vous manipulez la manette, vous faites la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites intervenir le corps dans la relation informationnelle, et du coup, le subconscient participe à la relation, à l'information. Résultat, j'ai 90% de réussite au QCM de validation des connaissances. C'est l'ars memorativa. Vous n'avez plus qu'à vous rappeler le labyrinthe pour vous rappeler ce que j'ai dit dans le labyrinthe. Voilà. Merci beaucoup. Vous voulez bien, on va continuer quelques minutes dehors. Excusez-moi. Merci encore, Yann. C'est moi, merci. Merci pour votre patience. Hop. Ouais, vas-y. Je suis arrivé un petit peu en retard parce qu'on est en bachelor, on n'est pas en master et donc on a une banque qui avait votre cours. Merci Yann. Je t'écoute, hein. Excuse-moi d'avoir... Je t'en prie, t'as raison. Il y avait un examen. C'est un sujet qui nous passionne un peu. Et du coup, la question que je me posais, c'est dans tout cet univers et ce futur que vous décrivez, enfin plutôt le futur proche dans lequel on peut vivre et évoluer dans un métaverse, comment est-ce que vous imaginez l'avenir de la mode et du métier d'artiste? La question qui tue. Ouais, c'est ça la question. En Michael Alain, si vous pensez de la mode, c'est une question qui se doit d'être... t'as un rôle fondamental, hein. De toute façon, la mode, les fringues, déjà, ce sont des outils de communication. C'est-à-dire les fringues, c'est à la fois des outils de protection, mais ce sont aussi des outils qui te servent à communiquer, à transmettre de l'information. Or, on rentre dans un futur ultra informé, ultra informationnel, donc l'identité qui passe à travers les vêtements, à travers les fringues, devient un élément de plus en plus prépondérant qui va avoir des interactions entre les métavers et le réel. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu vas faire des fringues là, dans les années qui viennent qui sont synchrones avec les avatars ça, plus en AR, et qui en plus te transmettent des stimulations. Tu vois l'idée? Et j'avais une question, du coup, vu qu'on est arrivé quel est votre nom? Est-ce qu'on peut vous retrouver quelque part? Ah oui, alors c'est pas dur. J'ai vraiment trouvé ça passionnant. Tu tapes Yann Min, Y-A-2-N-M-I-N-H. Comment est-ce que vous dites? Yann Min, Y-A-2-N. Y-A-2-N. Min, comme Min. Min. M-I-N-H. C'est vous là? Voilà, tu tapes Yann Min, et il n'y en a qu'un dans tout l'internet, j'ai éliminé tous les autres. Ok. Donc, de toute façon, tu arrives parfois de donner des conférences ou des trucs comme ça? Comme ça, là. Ouais, mais parce que nous, le problème, c'est que quand on est en bachelor, on n'a pas pu assister au niveau du cours ou ni à quoi que ce soit, mais ça vous arrive parfois de donner des conférences dans des endroits à Paris, des lieux publics où les gens Ça arrive. La prochaine, ça va être à la Nuit Blanche, à la mairie du 17e. Ok. Je vais faire une après-midi entière, comme ça, comme on vient de faire là, dans la mairie. Ils m'ont invité. J'ai vu vous filmer, est-ce que c'est possible de retrouver votre... Les vidéos, alors si ça a marché, ouais, je vais les mettre en ligne. La conférence était bien, donc je pense que je vais effectivement la diffuser. Tu vois? Voilà. Merci beaucoup, en tout cas c'était vraiment... Même si on est arrivé... Vous êtes arrivé quand? On est arrivé vers 16h15.